Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Bourdonnat. Salut Thierry. Salut. Alors, tu es consultant, tu es coach, tu es franchiseur dans le domaine de la coiffure, C'est ça. avec les hommes en la classe notamment. On va revenir sur tout ton parcours. Mais avant, comment tu définirais ton métier? Comment tu expliquerais de façon ludique à un enfant de 5 ans? Bon, déjà, merci pour l'invitation, c'est super. Votre format est très intéressant. Comment j'expliquerai? Ben, nous, je trouve qu'on est facilitateur de beauté, facilitateur de confiance, ben, les coiffeurs hommes, parce que mon métier, c'est la coiffure homme autour de la coupe et de la barbe. Mais comme on a vu pendant le second confinement, où par exemple le président de la République, Emmanuel Macron, il a donné la coiffure, bon ça c'est pas pour l'enfant de 5 ans, il a donné la coiffure métier indispensable pour la société. C'est parce que justement on a un intérêt à rendre les gens beaux, à leur donner de la confiance. Donc ça c'est le plus important, la confiance et la beauté, c'est vraiment important. Tu as toujours été baigné dans le monde de la coiffure parce que ton père était coiffeur, Ouais, si je dis pas de bêtises? ouais c'est ça, mais j'ai été plus baigné dans le monde de la coiffure que dans le milieu de la scolarité. Et du coup, mon père était coiffeur à Visanos, il avait un petit salon qu'il a gardé jusqu'à l'âge de 72 ans. Donc du coup, dès que j'avais un moment, j'allais au salon parce que c'était plus un lieu de rencontre et comme on était une famille très rugby, on parlait plus de rugby que de cheveux au salon et c'était bien parce que bon, comme ça, je pouvais voir, mon père, je le prenais un peu pour une star locale à l'époque parce que j'avais l'impression que tout le monde allait le voir et du coup, c'était sympa parce que ça me donnait toujours ce lien entre les gens et ça c'est ça qui m'a donné envie, d'abord le commerce, on va dire. Le relationnel Ouais. aussi. Et des petits, au final, tu as voulu te mettre là-dedans? Ouais, tout jeune, depuis le collège, j'avais vraiment envie, mais ce qui m'a vraiment attiré, c'est pas vraiment, le côté artistique parce que c'était pas trop l'époque. Mon père, il était pas non plus dans le milieu artistique. C'est quelque chose que après j'ai vraiment développé beaucoup plus tard dans ma carrière, mais c'était vraiment, d'abord, déjà, le fait de pouvoir arrêter l'école parce que c'est quelque chose que j'aimais pas. Et puis après, le fait de pouvoir voir du monde, rendre les gens beaux, apprendre quelque chose de très artistique parce que pour moi ça tout de suite, j'ai vu ce côté très artistique que mon père voulait pas trop me montrer, connaissait pas trop non plus peut-être, hein, et du coup ça m'a donné envie donc de 12-13 ans pour moi, je voulais être coiffeur donc à partir du moment où c'était compliqué d'aller au collège parce que je comprenais pas qu'est-ce que Pythagore allait m'apprendre dans mon travail donc du coup, je faisais un peu Beaucoup de rechier. choses poser cette question. Peut-être alors moi c'est pire, tu vois? Donc, pour te présenter, et après on va revenir sur ton parcours. Ouais, Aujourd'hui, tu as la franchise, tu as créé cette franchise Les Hommes ont la classe, avec plus d'une dizaine de magasins en France, principalement dans le sud-ouest. ouais, Tu es aussi ambassadeur de certaines marques, tu fais de l'événementiel à travers des concepts, à travers des soirées ouais, autour de ce métier-là. Tu fais aussi partie de l'Institut de la haute coiffure. Plein de facettes, plein de métiers. ouais. J'ai l'impression, en te découvrant, en redécouvrant ton parcours de façon détaillée, que tu as toujours été attiré par ce côté aussi artistique, créa surtout. Ouais, je suis vraiment passionné par l'entreprise et les idées innovantes. Vraiment, ça me passionne et j'ai besoin, dès que je crée, quelque chose, tout de suite, je ferme cette page. Alors elle reste active parce que forcément il faut la faire vivre, mais je tourne cette page, et puis j'en ouvre une autre et c'est un peu comme, si on doit faire un parallèle avec, le modèle de rugby par exemple, le Stade Toulousain qui chaque année gagne des prix, des titres. Tout de suite, les journalistes leur posent la question: «Mais comment on fait pour vous remotiver l'année prochaine?» alors que quand tu es dans cette dynamique-là, la question ne se pose pas. Tu fermes la page de 2024 et tu ouvres celle de 2025, elle est toute neuve, donc il faut y aller. Et beh, dans l'entreprise, c'est un peu pareil et puis en fait, moi dans mon métier, c'est un métier très créatif, que j'ai un peu méprisé pendant un certain moment parce que j'ai pas compris et maintenant depuis quelques années que j'ai compris ça, c'est inépuisable en inspiration. On peut faire plein de choses, hein, là j'ai encore des idées pour créer autre chose et puis j'ai un gars que j'adore, c'est Mike Horn, l'aventurier. Je me suis fait beaucoup de lui et en fait, la façon de se dire, de se mettre aucune pensée limitante, ce qui est vraiment un gros problème donc déjà, faut se faire confiance en soi-même, vraiment, c'est super important. Moi, je me fais vraiment confiance, beaucoup et après je me mets pas de pensée limitante et quand j'ai une idée, pour moi elle est bonne et pour moi elle ne sert à rien si elle est pas mise en pratique donc je vais au bout des choses. Alors, tu as dit beaucoup de choses, ça m'amène à beaucoup de questions. La première peut-être, Ouais. comment tu innoves dans ton métier de la coiffure qui peut paraître de prime abord quelque chose comme étant un peu tout le temps la même. Comment tu innoves là-dedans? C'est facile en fait, c'est-à-dire que la première règle pour moi, c'est, m'inspirer de tout sauf de la coiffure. C'est très simple, hein, la coiffure ça comme tous les métiers là, par exemple, je travaille en ce moment, j'interviens pour, un groupe de bouchers par exemple, dans le coaching, faut s'inspirer de tout sauf de ce qui se passe en boucherie.
Coiffure, c'est pareil. Donc en fait, moi, je m'inspire beaucoup de la restauration, des startups sur nouvelles technologies, par exemple. Aujourd'hui, il y a l'IA qui rentre partout et qui doit aussi rentrer en coiffure. Les coiffeurs disent, mais comment on peut rentrer l'IA? Mais il y a plein de choses, hein, on peut rentrer l'IA. Donc du coup, c'est être curieux, c'est s'inspirer de ce qui se passe à côté et puis vraiment se faire confiance sur les nouvelles idées parce que je crois que quand on est créateur d'idées, en fait, c'est comme un sportif qui s'entraîne. Plus on en génère, plus il y en a qui arrivent. Sauf que quand tu as pas confiance en toi, la société est très culpabilisante, te dit: «Non, toi tu es un rêveur, ça ne marchera pas si tu commences à en parler», parce que soit tu as les gens qui ont peur pour toi qui t'aiment, ou soit tu as les jaloux. Du coup tu fais pas. T'es pas beaucoup aidé. Voilà, du coup moi j'en parle à personne, hein, et puis je le fais et puis voilà, ça marche. Donc l'inspiration, elle vient vraiment en observant, le monde entier, en lisant des magazines, en regardant ce qui se fait dans la couture, dans mon métier, dans la restauration, dans la technologie, chez les startups, en regardant les jeunes. Moi, j'ai 50 ans l'année prochaine, les jeunes pour moi, c'est hyper important et en fait, j'adore travailler avec les jeunes et j'adore observer les jeunes. Ma fille a 19 ans, je rentre beaucoup, qu'est-ce qu'elle fait, ses copains, leur langage et tout, parce que voilà, aujourd'hui, c'est eux qui vont faire le monde, c'est clair. Et encore, quand tu parles avec des jeunes de 20 ans, tu t'aperçois que quand ils sont avec des gamins de 14-15 ans, ils ont même plus les mêmes codes des deux. C'est Mmh. incroyable, ça va tellement vite. Donc ça, c'est hyper important et c'est ça qui fait que nous, on doit être aussi novateurs. Et puis après, je dirais, moi, dans mon métier, maintenant, j'ai cette image et cette responsabilité presque dans l'autre coiffure et dans mon métier, hein, tout simplement. Parce que on est pas mal médiatisé. Donc, je me dois aussi d'être inspirant et de créer aussi des nouvelles tendances. Je ne parle pas de coiffure, hein, je parle sur Ah ouais. dès j'ouvre un concept, par exemple, même sur Pau, je peux t'expliquer après ce que j'ai fait, par exemple. Sur les 2 stores que j'ai ouverts à Pau, d'abord, le centre-ville de Pau et Jurançon, j'ai monté 2 concepts très différents, mais très innovants, à tel point qu'ils étaient innovants. Les 2 ont gagné, au Mondial de la coiffure à Paris, le prix d'innovation, 2 années de suite, alors qu'il y a 160 000 salons en France et nous, 2 années de suite, on a gagné les 2 prix sur 2 modèles complètement différents. Donc c'est ça qui est intéressant. On va revenir sur ton parcours, Ouais, effectivement, ouais, parce que là, présenté comme ça, mais ça n'a pas tout le temps été un long fleuve tranquille. non. Tu as aussi parlé du sport, où tu t'es mis assez jeune au sport, au Mmh, rugby, je crois. ouais, c'est ça. Ah oui, le rugby, c'est en tant que Béarnais, tu pas le choix, tu vois? Faut rugby, quoi. Donc j'étais baigné dans le rugby et puis c'est resté une passion, toujours le rugby. Et puis, c'est le rugby, c'est fondamental. Je trouve que quand on a été rugbyman, même si aujourd'hui, avec l'actualité qu'il y a, le grand public a une image du rugby qui n'est pas bonne, mais c'est pas ça là qu'il faut avoir. Je pense que quand on est rugbyman, on a un gros avantage sur les autres. Vraiment un gros avantage parce que on sait ce que c'est le don de soi, on sait ce que c'est le collectif, on sait ce que c'est le rugby. C'est le seul sport où on est aussi nombreux sur un terrain, puisqu'on est 15, au basket ils sont 5, au hand ils sont 5, au foot ils sont 11. Et c'est le seul sport où on doit faire la passe derrière pour aller en avant. Donc il y a un don de soi qui est important. Et du coup, ça crée des valeurs très puissantes, très fortes. Et quand on est entrepreneur, on peut créer, moi je dis toujours dans les hommes de la classe, c'est comme un club de rugby. Moi je suis le président, donc je dois gagner des prix. On fait beaucoup de concours, hein, pour gagner des prix, pour avoir le palmarès comme un club. Les joueurs, ce sont mes équipes. Ils jouent pour le club. Et après, les supporters, ce sont mes clients. Et du coup, il faut que ça génère autour de ça. Donc le sport, oui, c'est vraiment fort. Et aujourd'hui, je vois dans mon agenda, ben, ma priorité tous les jours, c'est le sport. Et en fait, à force de coacher des mecs, de leur mettre ça en premier, moi je m'aperçois que si tu es chez l'entreprise et que tu dis ouais, il faut faire du sport, si tu te le mets pas dans ton agenda tous les jours, mais tu vas jamais Tu en pourras pas. faire. Non, c'est normal, tu n'auras jamais le temps. Tu as toujours des priorités, si on peut dire. Voilà. Donc alors, mais en fait, c'est vrai que pour moi, j'ai besoin de ça, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me donne beaucoup d'envie d'aller de l'avant, quoi, tu vois. Donc ça a été vraiment un porteur pour ta vie et très jeune d'ailleurs, Mm. tu es parti dans le monde de l'entrepreneuriat puisque tu as quitté l'école à 16 ans, À 16 ans, tu l'as dit tout à l'heure. ouais. Alors moi, j'ai eu un parcours assez particulier par rapport à la coiffure. J'ai commencé la coiffure jeune. Bon, en même temps, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait du rugby, après de course à pied, marathon, triathlon, des ultra-trail. Ça m'a permis de prendre un travail mental plus fort encore parce que là, du coup, quand tu fais des ultras, C'est toi avec toi. voilà, là, je te dis, même je t'ai dit, quand j'ai joué aux ultras, je t'ai dit, s'il y avait eu ce mental au rugby, ça aurait été mieux, tu vois. Parce que tu pas ça qu'au rugby, tu peux t'aider les copains, là, quand tu es tout seul. Et du coup, j'ai commencé ma carrière à 16 ans, mais j'avais pas d'envie d'entreprise particulière, tu vois. J'étais encore un peu jeune.
Et puis, à 24 ans, j'ai pu être manager sur un gros salon dans une galerie marchande à Carrefour, à Lascar. Là, on était une dizaine. Et puis, c'était vraiment à l'époque où il n'y avait pas de management. C'était vraiment mon ancien patron qui avait très bien réussi. Il m'a donné ça avec des mecs qui étaient beaucoup plus âgés que moi, des routes, quoi, tu vois. Et c'était intéressant. Et puis, à 28 ans, j'ai pu racheter 2 grosses structures. Et là, il fallait que j'en prenne 800 000 euros. Donc, ça a été déjà ma première épreuve dans ma vie entrepreneuriale. 800 000 euros. Donc, je m'étais dit, je vais d'abord me faire les dents sur des banquiers qui ne vont pas croire en moi. Et ils sont quasiment tous. Du coup, je me suis fait défoncer par des banquiers qui ont été méprisants avec moi, vraiment. Mais ils m'ont appris un peu à savoir comment argumenter devant eux. J'ai gardé le dernier, qui à l'époque s'appelle Fernand Gancedo, toujours en vie, et il connaît mes yeux à la peau. Et lui, il faisait des marathons. J'ai fait exprès, parce que je faisais déjà le marathon. Et en fait, je savais que parler en lui-même, c'est important. Parler le marathonien aussi. Le mec en face, si tu fais des marathons qui te connaît, il sait que tu triches pas, quoi. Il sait que tu vas te filer. Et du coup, ben voilà, et je me souviens, j'avais rendez-vous avec lui le mardi, et le lundi, il venait comme spectateur au marathon de Pau, et moi j'étais au marathon de Pau, je faisais le marathon de Pau. Du coup, c'est arrivé et tout, et puis bon, finalement, c'est pas pour ça que j'ai eu le prêt, mais ça a compté. Et du coup, j'ai lancé ma carrière à ce moment-là, donc là, j'ai eu deux gros salons sur l'Escar, dans les marchands. J'en ai monté d'autres, un, deux, trois, quatre, plusieurs. Au même moment, j'étais pendant 10 ans président des commerçants de la galerie à Carrefour. Donc ça m'a appris aussi le métier du marketing, de la communication, tout ça. À l'époque, on avait un super directeur dans le magasin. Donc du coup, dans Carrefour, donc lui, il m'a appris un peu plein de choses aussi. Au même moment, j'ai monté un café à Toulouse, un French Coffee Shop dans une galerie. On avait fait un super coup, on était passé devant une flaque, on n'avait pas le droit de se mettre là, mais on avait bidouillé à l'époque avec le maire, le directeur du magasin. Donc du coup, les mecs, à sortaient de la flaque, il fallait qu'ils passent chez moi. Sauf que la Fnac, ça a été la seule Fnac à fermer de France un an plus tard. Donc quand je me suis retrouvé là, il n'y avait plus personne, ça a été la cata. Et au même moment, j'ai suivi mon expert comptable qui était très aventureux. On a monté une entreprise de pêche industrielle en Afrique, à Conakry, à Guinée et à Dakar au Sénégal. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas mais, non, mais mon problème, en fait, c'est que j'étais pas un bon entrepreneur à l'époque. J'en suis sûr et certain. J'étais courageux, mais j'étais surtout, je savais pas dire non, en fait. C'était mon problème numéro un, je savais pas dire non. Donc je peux pas dire, j'avais besoin d'exister parce que ce que je dis beaucoup dans mes conférences sur les coiffeurs ou les artisans. Les coiffeurs, on a arrêté l'école à 16 ans. Alors souvent, on rentre à la coiffeuse, ils vont dire: «Oui, moi j'ai toujours voulu être coiffeuse». Bon, ça c'est une disfonction facile. Surtout, tu pas accroché à l'école ou t'as pas suivi, et du coup, il a fallu que tu t'orientes, soit fleuriste, soit coiffeur, soit esthéticien, autre chose. Voilà. Moi, mon père, il était coiffeur. Peut-être que j'aurais été plombier, j'aurais été en plomberie, je sais pas, Mmh. honnêtement, hein. Bon, maintenant, j'adore, mais bon, au début, donc en fait, du coup, quand tu es exclu du milieu scolaire, pour un gamin, ça peut être hyper violent, finalement, de te retrouver au fond de la classe avec des mauvaises notes et tout. Tu vois, c'est très, très violent, surtout que moi, je trouve que le milieu des profs est juste naze, nul, 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 aucune pédagogie. Ils sont tous formatés dans leur CAPES, donc ils ont tous fait des études. Et si tu rentres pas dans leur moule, t'es un loser et tu pars sur des voies de garage. Ce qui est très grave parce que je vois en Suisse, par exemple, ou au Canada ou ailleurs, l'apprentissage est très valorisé et on apprend les jeunes qui sont potentiellement intelligents à pas rester sur ces voies-là, aller dans des métiers artisanaux et pour devenir des grands chefs d'entreprise derrière, et pourquoi pas une boîte de lait avec 2000 collaborateurs, Ouais, peu ouais. importe en tout cas, ou 3, peu importe. Donc du coup, moi je suis parti sur ce métier-là. En fait, le fait de ne pas savoir dire non, parce que j'ai été en étant chef d'entreprise, en étant justement un loser, si on peut dire, dans les classes d'école, quand tu deviens chef d'entreprise, tu as tes shoots en permanence. Déjà, tu les as naturellement, là, tu les as encore plus. Donc du coup, je ne savais pas dire non, je ne voulais pas décevoir, j'avais un problème par rapport à ça. Et du coup, mon expert comptable, qui a une grosse personnalité, j'avais de l'argent, les boîtes marchaient bien. Il avait besoin de 100 000 balles, pour ça, je dis bon, on y va, voilà, j'y étais. Et du coup, mais c'était embêtant parce que c'était pas dans mes valeurs quand même, tu vois. Je sentais que c'était pas. Puis bon, quand j'ai vu ce qu'on faisait en Afrique, c'était bien, mais pas bien, quoi, tu vois, parce que l'argent coulait à flot. Mais par contre, bon, vider les océans aussi, les mareyeurs de poissons, si on peut dire, les Chinois, les Européens, et puis les Africains, finalement, les petits pêcheurs, ils n'avaient pas assez de thunes pour payer, pour pouvoir partir en mer, tu vois. Donc, du coup, tout ça, j'ai mis du temps, mais du coup, je me suis retrouvé à un moment donné avec tous les salons, avec mon café, qui marchait plus, donc le tribunal de commerce,
où là, pour un chef d'entreprise, c'est très violent parce que tu es pas préparé à ça. Mmh. Tu es jugé par des anciens juges ou anciens avocats, surtout juges, à la retraite, hein. Et puis, sur un coup de marteau, tu passes en liquidation avec, tant de dettes. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis passé en observation pendant 2 ans, quasiment, et ça s'est jamais refait. Et du coup, à l'époque, j'ai vendu ma maison, que j'avais pour payer mes dettes. J'avais des dettes quand même, du coup, je voulais pas toucher au salon, donc les salons marchaient bien. J'ai jamais tout mélangé, tu vois? J'ai Mmh. toujours fait attention. Et du coup, j'ai payé ma maison, mais bon, ça a été un moment. Mais pour moi, c'était pas grave. Franchement, tu vois, l'entourage, la famille et tout le monde s'est dit: «Ah». C'est Puis bon, quelque part, quand les gens, ils sont tristes pour toi et certains se réjouissent aussi pour toi. Comprends? Ouais, tout à fait. Donc du coup, mais moi, j'ai toujours assumé ça. Je vais à la maison, là, je suis pas du tout attaché au matériel. Et puis ils se réjouissent pas forcément pour, le mal pour toi, mais pour se dire: «J'avais raison». Voilà, c'est ça. C'est ça et puis Incroyable, l'ego des gens. c'est ça, et puis conforter aussi, le fait que s'ils ont pas Tu entrepris, restes pantouflard et c'est ça. Donc du coup, ça peut être le début de toi de ce truc, mais moi tout de suite, au niveau du mental, j'ai jamais douté de moi par contre, hein, même s'il y a pas les noms, tu vois? Et donc j'ai vendu ma maison et puis finalement j'ai poché mes dettes et puis après derrière je me suis refait, je t'explique après la suite. Mais à ce moment-là, surtout, ce que j'ai vu, c'est que j'avais un problème. J'avais un problème d'entrepreneur, que déjà j'avais rien créé déjà, à l'époque. J'avais pas créé, j'avais racheté les cendres de mon patron, j'avais fait des petits trucs, mais comme je croyais pas assez en moi, j'avais pas assez croyance en moi, j'étais trop fragile mentalement. Alors c'est mes copains à qui ils disent ça, mais ils me disent: «Non, mais tu jamais été comme ça», mais moi, c'était comme ça, je me ressentais. Entre ce que je montrais et ce que j'étais, ouais, c'est dans pas ton fort intérieur, voilà. Et du coup, je savais pas dire non. J'ai fait une thérapie pour comprendre pourquoi, je savais pas dire non, et la thérapie, je me suis passionné pour la thérapie. J'ai compris, c'est le problème d'enfance, hein. J'ai compris pourquoi et du coup, j'ai accep il y a un modèle, indien, ils aiment bien, ils disent, «Ça, il y a un problème, là, il y a une solution. Le pire, c'est de rester au milieu», toujours, à évoquer plein de sujets. Donc, il faut aller à la solution, et s'il y a un problème et qu'il y a pas de solution, là-bas, il y a l'acceptation. Donc il faut passer de ça à l'acceptation et pas rester au milieu. Et souvent, l'être humain, on reste au milieu en se disant: «Oui, mais si, nin on n'arrive pas à accepter». Bon, moi, du coup, je vais directement à l'acceptation et là, ça change ma vie. C'est-à-dire, j'arrive à dire non aux gens, ce qui était hyper dur pour moi, hyper dur. J'arrive à dire non, sans, parce que, en étant honnête, dans les yeux, tu vois? Aujourd'hui, je suis beaucoup sollicité et je dis beaucoup non. Alors avant, c'était pas possible. Du coup, ça me coûtait cher de pas savoir dire non, tu vois? ouais. Ça me coûtait très cher. Donc, je savais dire non, et aujourd'hui, eh ben, j'ai appris à vraiment à croire en moi, à me limiter à rien, à avoir la pensée positive, à la cultiver tous les jours. Après ça se fait naturellement, mais à cultiver tous les jours, et beh, depuis, c'est les lois de l'attraction, l'attractivité, ça mène toujours du positif. Et puis, suite à cette, thérapie, j'ai commencé à vendre mes entreprises parce que voilà, je voulais changer de vie, mais ça s'est fait naturellement, hein. Et là, j'ai fait un AVC à la fin, et c'était vraiment la fin de mon parcours, d'homme, on va dire, hein, tu vois? Et du coup, l'AVC, c'est un tournant fort que tu ressens à l'intérieur de toi parce qu'il se passe quelque chose de waouh, tu deviens pendant quelques moments hémiplégique, tu sais pas si ça va revenir, tu sais pas si ça va revenir plus tard encore, tu sais que tu aurais pu mourir aussi, enfin il y a Mmh. plein de questionnements, mais par contre l'AVC ça a été, moi j'en parle bien parce que c'était hyper positif pour moi en fait, très positif. J'ai jamais douté que j'allais revenir, physiquement nickel. J'ai jamais douté que ça allait je me suis tout de suite, quand tu sors de l'AVC, on te dit: «Oui, tu peux voir des thérapeutes», parce que souvent tu as peur que ça revienne, Ouais. ça frappe. Mais moi, j'ai jamais je me suis dit: «Ça reviendra pas», tu vois? Bon, et tout ça, ça a permis de pouvoir me libérer et rencontrer la personne la plus importante dans ma vie, pourtant j'ai des enfants, c'est vraiment moi-même. Ça, c'est la base de la base. Et comme j'étais dans une famille et tout, très culpabilisante par rapport à l'égocentrisme, chose qu'il faut vraiment qu'on arrive à assumer, enfin moi en tout cas je l'assume aujourd'hui. Je me privilégie d'abord à moi, c'est hyper important. Je vois pas comment je pourrais être bien, dans ma vie, dans la vie avec les autres, si je le fais pas. Donc, d'abord c'est moi et après c'est le reste, si on peut dire, tu vois? Ça paraît très violent comme ça, dit comme ça, mais c'est une recette qui marche, hein. Ah Après oui. après c'est une question d'équilibre, hein. Exactement. Mais il y a un sujet là-dessus qui dit que de ne pas savoir dire non aux autres Mmh. et se dire non à soi-même. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'à force de dire oui à tout le monde, mais tu t'oublies toi. Ah mais complètement, complètement, parce qu'en fait tu sais pas dire non, tu dis oui à des choses qui te ressemblent pas. Mmh. C'est ça le problème. Ouais. Ça te ressemble. Mais par peur Par peur de décevoir, par peur de louper quelque de chose, ouais, ouais. enfin c'est terrible, tu vois? Donc du coup, à ce moment-là, j'arrive au bout du bout et là, j'ai plus que mon salon à Carrefour, à l'Escar. Ça c'est pas vieux, hein, c'était il y a 8 ans.
il y a 8-9 ans. Et j'ai pu commencer en escar et là, je me dis, la tendance des barbus, je suis encore président des commerçants quand même, mais ça déjà, c'était plutôt un rôle que j'avais pris parce que je voulais montrer que je représentais quelque chose et à ce moment-là, je m'en foutais. Je voulais juste, me contenter à moi, donc c'était plus du coup, je démissionna, et du coup, là, à ce moment-là, les barbus hipsters, arrivent, boum, c'est la tendance. Alors il y a soit les coiffeurs qui disent: «Oh, c'est une tendance, ça va passer». Parce que c'est ceux qui veulent rester dans leur confort, donc préfèrent Ouais, se ne pas accepter le badouaner ouais, changement. voilà, en Ouais. disant: «Ouais, c'est une tendance», donc ils s'y connaissent rien, mais ils disent ça. Et après, il y a les autres, on n'était pas très nombreux en France, on dit: «Non, c'est la porte d'entrée à ce que l'homme, il revienne pour s'autoriser à se faire du bien, à s'occuper de lui, à être beau et à l'assumer», tu vois? Du coup, j'ai pris ça à fond et à l'époque, j'avais mon salon à Carrefour, qui était un salon mixte lambda, d'abord ça s'appelait Europe Coiffure. Après j'avais tellement pas d'idées que j'avais pris une franchise qui s'appelait Fling Moreno et après j'avais rebasculé à mon nom, Thierry Bourneuve. Bon, c'était pas et là du coup, je m'habille en costume 3 pièces, mes papillons en bois, c'était tout le début, tu vois? Puis là, je commence à faire des créations artistiques, boum, ça plaît vachement. Je suis contacté pour faire des workshops. Workshops, c'est sur les scènes artistiques à micro casque. Et puis tout de suite, comme, j'aime bien, j'étais à l'aise à l'oral, ben, du coup, j'aime bien, ça se tend bien pour moi. Et là, la presse, France et internationale, boum, fait la lumière sur les barbiers dont je fais partie. On était 2-3 en France, tu vois? Et là, je fais des concours, je gagne des concours. En fait, ça s'est enchaîné très, très vite sur le coup, tu vois? Et du coup, je suis devenu en très peu de temps, ben, une des références en France, sur le métier. Mais très rapidement, vraiment, ça a été vitesse, grand V, c'était vraiment incroyable. C'était une belle époque, c'était le début, tu vois? Mais par contre, le seul problème que j'avais, c'est que j'étais toujours coiffeur, dans une galerie marchande, donc c'était pas clinquant, tu vois? Pourtant le son, il cartonnait, on était 16, les gens faisaient la queue pendant 2 heures, mais c'était la boucherie, c'était trop, et là, du coup, je commençais depuis un bon moment à développer des idées, à vraiment parce que là, ça y est, j'avais fait ma thérapie, mon AVC, donc ça y est, j'étais Tu plus es dans reparti, ah oui, j'avais eu à fond. confiance en moi, je n'écoutais que mon désir, que mes envies, donc ça, c'était fondamental. Et là, du coup, je passe devant à l'époque, c'était Vert de Gris, un commerce à Pau, un grand hangar, et puis, je rentre et puis, je pars j'étais client là-bas et puis elle me dit: «Elle me dit: «Je pars à la retraite et tout, tu connais pas quelqu'un qui le reprend?» Et moi, je dis: «Beh», je marche un peu, je dis: «Je te le reprends». Et en fait, depuis mon AVC, j'ai développé, c'est difficile à expliquer, mais, j'ai comme la lumière qui arrive. C'est sur moi, des fois, enfin, et j'ai des idées qui arrivent, alors des fois, souvent quand je fais des interviews, dans mon métier, ils me disent: «Mais comment tu as eu cette idée?» C'est difficile à expliquer, très difficile à expliquer. Des fois, j'ai des idées qui me viennent, je peux pas te dire pourquoi, elles sont décalées, mais elles viennent à moi et du coup, ben, mon cerveau, c'est comme dans chez l'entreprise, comme toi, notre cerveau est tout le temps, c'est tout le temps en train de travailler. Et ben, si tu arrives à un moment donné à développer cette capacité à sortir des idées et qu'elles sont bonnes, c'est comme ça que ça marche. Donc du coup là, Et puis toi, tu fais partie de ceux où ton cerveau est en arborescence. Tu passes d'une idée à l'autre, tel un saut de puce. ouais, J'ai vu voilà. tout à l'heure. Sauf que maintenant, par rapport à ma marque, disons la classe, beh, je reste, cadré sur mon métier de coiffure. Parce que j'ai toujours des idées pour le reste, mais j'y vais pas. Parce que mon expérience m'a permis de voir que souvent on dit: «Il faut pas mettre tous les œufs dans le même plat». Attention à pas partir sur des choses qui n'ont rien à voir et où tu vas te perdre aussi. Donc ça, c'est en fait, faut être vigilant. Et du coup, je parle devant je lui dis: «Je te le prends». Elle me dit: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Et là, j'avais réfléchi à rien. J'avais été à New York, l'année d'avant, je crois, en vacances et déjà, j'avais vu des trucs qui me faisaient kiffer là-bas. C'est très inspirant, les grandes villes et je lui dis: «Je vais monter un store». Un store, enfin, il y a 8 ans, d'ailleurs, toujours ça n'a pas changé, on parle toujours de salon ou de barbeur, c'est un nom que moi je déteste, un store. Mais c'est quoi un store? Ben, un gentleman store. Je montais un lieu pour les hommes, sur la coiffure homme plutôt haut de gamme, donc déjà ça c'était différent et après avec un tatoueur, avec un bar à vin, un bar à bière, avec de la restauration, enfin des trucs, et puis il me dit: «Mais où c'est que tu as cherché ça?» Je dis: «Je sais pas» et je rentre, j'en parle à mon amie, puis elle me dit: «Non, ça ne marchera pas». Enfin, de toute façon, j'ai commencé à en parler un peu, ça j'ai arrêté parce que ça marchait jamais et là effectivement, je partais il y avait la Barère, l'ancien maire de Pau, il disait: «Il y a 3 choses importantes, dans le commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement». Aujourd'hui, moi, dans mes messages que je peux dire et vraiment, si à condition qu'il soit très fort, c'est le concept et le concept. Si tu as un très bon concept,
que tu sais, en fait, tu sais le communiquer digitalement, notamment. Tu sais le mettre en place, ça va savoir, et les gens, ils vont venir exprès. On le voit dans la restauration, quand le mec, il a un restaurant à Pimbaud-les-Bains, à 45 kilomètres dans un endroit paumé. Bien sûr. Le mec, il est plein, tu dis, ouais, mais Constancé, Constancé, il est en constance de fou, le mec. Bah oui, Trop fort, quoi. le génie est bien. Voilà. Pour citer que ça, Voilà, c'est ça. et, Donc, c'est ça. Et du coup, il me dit, non, mais donc, voilà, j'arrête d'en parler parce qu'évidemment, ça sort. Puis en plus, sur les coiffeurs, on n'avait pas le droit de vendre de la bière en salon de coiffure. C'est interdit. Et puis tout de suite, moi, bon, comme je suis habitué à ça, j'ai ma holding, je loue à ma holding des murs, je monte différentes sociétés à l'intérieur. Donc, il y a les hommes à la classe bar, les hommes à la classe salon de coiffure. Enfin, tu vois, je divise tout. Du coup, tout est nickel. Et là, elle me dit, comment tu veux, ma copine, elle me dit, comment tu vas l'appeler? Et tu veux Thierry Bourdin? Je dis, ah non, je n'ai pas envie d'appeler mon nom et tout. Mais sur les réseaux, je faisais des photos où je mettais mon travail artistique en avant et je finissais toujours par les hommes, la classe, un peu les hommes à la classe. Et je me suis fait mais chambrer mal. Je le ah, savais. En fait, tout le monde foutait ma gueule, les hommes à la classe. Les hommes à la classe, les hommes à la classe, c'est pourri, pour qui tu te prends. En fait, tu vois, j'entendais un peu de tout. Et là, je dis, alors que je crois plutôt au nom de marques un peu courtes, hein. C'est ben, McDo, Zara, tout ça, tu vois, c'est facile. que toi, t'as fait une phrase. Voilà. C'est un peu ma façon de parler, tu vois. Souvent, quand j'écris un truc, je sais pas écrire. Je fais des phrases. Enfin, je pas des bêtises. Et du coup, j'ai fait des phrases exactement. Les hommes à la classe. Et en fait, je pense que c'est vraiment une des meilleures idées que j'ai eues dans ma vie au niveau entrepreneurial. Les hommes à la classe, ça tout de suite, ça a claqué, ça parle. Et puis, tu te dis, il n'y a pas un mec qui dit pas, j'avais dire à la classe. Bon, ça. Et puis en fait, ce commerce, je l'ai ouvert et ça a été tout de suite, waouh, ça a cartonné, pour te dire à quel point. Et je m'étais dit à ce moment-là, tout ce que j'aime pas, je le fais plus. C'était ça, l'équation. Et plus c'est monté aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est pire qu'avant encore. C'est-à-dire vraiment tout ce que j'aime pas, je le fais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis comment je peux faire, mais je me donne les moyens financièrement pour pouvoir avoir une secrétaire à plein temps, pour pouvoir avoir une assistante à plein temps. Et en fait, je me donne les moyens de tout ça et en fait, je fais que ce que j'aime. Du coup, c'est ma vie, Elle est cool. ah ben, elle est super cool, hein. Et du coup, je monte les hommes à la classe et là, on fait une inauguration, on fait conférence de presse avant, ça cartonne. Donc, j'ai un sommelier derrière le bar, on fait la restauration, tu vois. Donc, vraiment, on est plein. Et j'avais quand même gardé mon salon de Carrefour à l'époque. Et du coup, je m'étais dit, bah, allez, je vais aller une fois ou deux à Carrefour par semaine. Et après, je reste à Pau pour essayer de développer Pau. Mais c'était un gros risque parce que au Carrefour, les gens venaient, le parking était gratuit. Là, pour arriver là où je suis aujourd'hui, au centre-ville de Pau, c'est super compliqué. Pour se garer, c'est quasiment impossible et on est gavé. On est gavé, on fait des plus gros chiffres d'affaires en France en coiffure homme, donc et on est capot, entre guillemets. Et du coup, je devais y repartir une fois ou deux par an dans mon salon de l'Escar. Et en Par, un an, j'ai été 0 fois. par semaine, c'était. Par semaine, pardon. Ouais. Par excuse-moi, par semaine. Ouais. J'ai été 0 fois. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais très fidèle à moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus envie d'y aller, donc je ne me forçais pas. Alors, du coup, au bout d'un an, j'ai vendu parce que par rapport aux collaborateurs qui sont là-bas, tu vois. Alors, j'étais présent, mais pas au fauteuil, quoi. Et voilà. Et du coup, là, je m'étais dit, par contre, je vais monter qu'un salon. Mes entreprises dans la classe, elles sont basées que sur le plaisir. C'est basé sur 4 expériences clients et 2 expériences collaborateurs. Et tout est basé autour de ce que j'aime moi. Donc, toujours moi. La première expérience, c'est l'expérience visuelle. Il faut que tout soit décalé. Il n'y a rien qui ressemble à son coiffure, à part les fauteuils de barbier. Donc là, quand les clients rentrent, ils sont comme dans un loft qu'ils auraient rêvé d'avoir. Les meubles sont en vente. S'ils veulent acheter, ils peuvent acheter en plus, parce qu'on peut se refournir facilement. Après, il y a la seconde expérience auditive. On a des playlists. On a créé une ligne artistique directrice de la marque. Enfin, j'ai dit on, parce que c'est sur un collectif, bien sûr. Et du coup, on a nos playlists de la marque qui sont vraiment incroyables, parce que les mecs sont toujours en train de chardonner. C'est une musique qu'on a entendue par ailleurs, plutôt électro un peu, mais bon, pas poum poum. Et du coup, elles sont réinitialisées chaque semaine. Les playlists, D'accord. elles sont fortes. On a par store 4 zones dans les stores. Et en fait, les musiques sont fortes parce qu'en fait, je pars du principe que dans mes stores, je ne veux pas que l'homme il vienne sociabiliser avec le coiffeur. Je trouve la relation avec le coiffeur inintéressante aujourd'hui en 2024. Si c'est que pour le coiffeur, il dit alors ça va, vous partez en vacances, hein, il va faire beau ce week-end, on s'en fout complètement. Bon, pour moi, l'homme, il vient, il se pose. Il faut qu'il ait un champ visuel waouh. Il faut qu'il entende. Il faut qu'après, il ait les deux. Tu peux ramasser. Il faut qu'il ait les 2 dernières valeurs qui vont marquer. C'est l'expérience olfactive, où là, on a du parfum d'ambiance, les gens de la classe, qui diffuse.
Et l'idée, c'est qu'on le sente dès qu'on passe sur le trottoir, pour que ça puisse envie de rentrer. Et après, dernière expérience, qui est la plus importante, enfin, une des plus importantes, c'est l'expérience créatrice, où là, j'ai mis en place des techniques de coupe et de soin pour nos clients, pour vivre l'expérience. Donc là, on continue avec l'IA. J'ai des idées pour aller dire une expérience bien plus loin encore, qui sont du cadre de la coiffure, hein, mais c'est dans un store. Donc ça, c'est les 4 piliers pour les clients. Et ça marche très bien parce que les clients, ils viennent. On a mis un compteur pendant un mois. Les clients viennent à peu près 8 minutes avant, ils restent plus de 15 minutes après. C'est énorme. Parce que chez nous, après, on peut voir l'expérience d'un au café. C'est-à-dire qu'on travaille avec des grosses machines de café, Nespresso, qui sont vendues que dans les hôtels de luxe. Il faut à peu près 1 heure d'installation pour un plombier. Ça veut dire qu'au niveau des bars, c'est très puissant et la caféine, elle explose. Donc ça fait partie de l'expérience. Bon, voilà. Et après, il y a les 2 expériences collaborateurs. Donc c'est bar, il y a un vrai bar, donc c'est open bar pour les collaborateurs, ils prennent ce qu'ils veulent. Et après, salle de sieste. Ça, c'est fondamental pour moi. Salle de sieste, tous les jours, on fait la sieste. Il y a des salles de sieste théâtralisées dans les restaurants. Et en fait, le problème des coiffeurs, c'est que moi, j'ai toujours fait comme ça, et la coiffure, c'est comme ça. On s'étonne qu'on ne trouve plus de coiffeurs. Le coiffeur, c'est mal payé parce que les prix sont trop bas. Du coup, les entreprises ne peuvent pas bien payer nos collaborateurs. Chez nous, ce n'est pas le cas. Et après, ils travaillent non-stop, T'as sans pas de s'arrêter. coupure. Ouais. Jamais de coupure. Moi, j'ai vécu l'époque des coiffeurs, et ça continue. Tu vas même pas aux toilettes, quoi, tu vois. Chez moi, ils ont 1 heure de coupure, hein, tout le temps. Ils commencent à 9h, ils finissent à 18h, ils commencent à 10h, ils finissent à 19h. Ils sont à 39h tous. Il n'y a pas 35 heures chez moi, parce que je considère que si tu gagnes un peu d'argent, il faut au moins travailler 39 heures. Donc, il ne faut pas. Donc, ça développe aussi des collaborateurs qui ont envie d'être dans le milieu du travail, tu vois. Et du coup, la sieste, eh ben, c'est hyper important. Et j'aime bien la notion des Japonais qui considèrent que pas faire la sieste, ceux qui ne la font pas, ce sont des feignants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez donnés au travail, ils ne sont pas assez fatigués, donc ils n'ont pas besoin de se reposer. C'est vrai. La culture est Donc, complètement voilà. différente. Et maintenant, si j'ouvre un store et qu'il n'y a pas une salle de sieste, il n'y a pas la place, je ne le fais pas. J'en suis carrément arrivé à ce point-là, tu vois. Donc, c'est aussi pour que les collaborateurs ils sont aimés, puis respectés. Et puis, c'est comme dans une mi-temps au rugby, il y a la récupération de mi-temps, mais la seconde mi-temps est peu différente de la première. Du coup, les coiffeurs, dans un salon de coiffure lambda, ils arrivent à 5 heures, ils sont cramés. Mais moi, ils prennent leur pause de 1 heure à 2 heures ou de 2 heures à 3 heures, et ils ont dormi, ils sont bien, quoi, tu vois. Donc ça c'est les l'ambiance des stores, et puis on les a déclinés au fur et à mesure, où maintenant il y a des salles de théâtre dans les stores, où on crée une programmation culturelle. C'est hyper important pour moi, ça. Donc en fait, mais très théâtralisé, on se sent pas du tout dans un salon, c'est vraiment un café-théâtre, où là on fait des spectacles de théâtre, concerts et conférences aussi. Tu parlais de tout ça. Au final, ça mène à une chose importante, c'est ce côté expérience client. Mmh. Comment tu as fait pour avoir, alors, toutes ces idées, tu l'as dit, tu as ce côté créa, mais tu as vraiment la possibilité et tu t'es octroyé cette perte de temps, pas perdre du temps, mais être vraiment pour réfléchir avec soi Ouais. et pas être tout le temps dans un moulin infernal, parce qu'au final, les idées, elles viennent généralement quand on s'ennuie. Et l'ennui, c'est Mmh. quelque chose de positif. Ouais. En fait, une fois au CJD, justement, il y a un gars qui s'appelle Antoine Potès, qui est directeur, gros directeur dans l'aéronautique. Des fois, il me dit une question, combien de temps tu réfléchis à la stratégie ou à ton entreprise par jour? Alors, il me pose une question, moi, un coiffeur, j'avais pas commencé Ton cheminement. mon cheminement encore. Je dis, je sais pas, mais je pense jamais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et en fait, il me dit, ben, c'est une erreur. Parce que nous, moi, je pense à peu près 3-4 heures à réfléchir autour de moi. Lui, il n'est pas à la production totale, mais il y a d'autres réflexions. Et il avait tout à fait raison. Alors, chacun, il met comme il veut. Mais prendre du temps pour réfléchir à ta stratégie, prendre du temps pour réfléchir à ce que tu as envie, vers quoi tu veux aller, c'est fondamental, quoi. Donc, et puis moi, quand on fait du sport, pendant le sport, c'est là où les idées me viennent le plus. Vraiment, c'est là où j'arrive à match le plus. Parce que là, aujourd'hui, autour de la marque, il y a vraiment une microéconomie. C'est-à-dire qu'il y a les salons, il y a la franchise, il y a les formations, il y a les conférences, il y a la direction artistique, Tu as il fait y a les événements. tout un Voilà. écosystème. Voilà, et donc il y a un écosystème, c'est ça, autour de la marque, et qui permet de pouvoir avoir quasiment 4 métiers différents dans la semaine. Ça, pour un coiffeur, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, je me dis la chance que je me suis octroyée en faisant tout ça, parce que j'ai connu mon père qui a passé sa vie, il était heureux comme ça, mon père, hein, mais il a passé sa vie à être tous les jours au fauteuil, du matin au soir. Et moi, en fait, mes collaborateurs, j'ai un management très participatif, où en fait, ils sont très, très. Il n'y a pas de manager, chacun est responsable de son propre travail, chacun se pose ses congés.
Même pour les augmentations, c'est pareil. Donc en fait, chacun est très libre, quoi, tu vois? Et ça marche très bien, quoi. Donc du coup, ça permet de se pouvoir, se procurer du temps pour le reste. Tu vois? C'est facile, quoi, pour moi aujourd'hui. C'est intéressant parce que j'ai remarqué en connaissant pas mal de chefs d'entreprise que ceux qui sont le plus heureux ont Mmh. souvent 2 activités. Mmh. Soit une activité de kiff, une activité à vraiment un travail Ouais. ou un entre-deux ou un écosystème comme toi et tu sens qu'il y a vraiment un équilibre qui arrive un peu parfait là-dessus, où tu as pas de routine, Mmh. tu toutes ces choses-là qui permettent de pouvoir, sans cesse, continuer à créer, continuer à innover et à se renouveler Ouais. sans arrêt et ça me fait penser à rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que j'ai pas voulu te couper. Ouais, je t'en prie. Heu, Tu as dit que maintenant ta vie était un kiff et cetera Ouais. parce que tu faisais les choses, mais je pense qu'au-delà de ça, tu as pris conscience où était ta valeur ajoutée. Mmh. Au lieu de vouloir être partout comme tu dis, au four et au moulin, Ouais. tu as pris conscience de ce qui au-delà de ce qui t'animait, ça t'anime et c'est aussi ta valeur ajoutée, c'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. Ouais, ça, c'est important, ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de sollicitations qu'avant pour aller sur d'autres activités et j'en refuse tout le temps. Mais en fait, pour reparler de ce que tu viens de dire sur la valeur ajoutée, effectivement, c'est comme, moi je m'inscris autour d'un collectif que j'ai mis en place puisque je suis le président de ce collectif, ou le capitaine et en fait, quand Mbappé, au PSG ou maintenant à Madrid, on lui dit: «Tu vas jouer au foot, mais tu vas être le meilleur, tu vas jouer que ce poste-là» et au goal par contre, si c'est le même sport, on va être quelqu'un d'autre. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait, et en fait, aujourd'hui, j'ai mis des postes, des personnes, très importantes dans mon écosystème, hyper importantes. Mais la chance que j'ai, je considère par rapport aux autres métiers, enfin peut-être d'autres métiers, c'est que je suis sur un métier hyper créatif. Donc même dans mon métier, quand je suis au fauteuil dans mon salon, ce que j'adore, je continue à prendre le kiff de la créativité. Et en fait, tous les choses que j'aime pas, donc je les fais faire, mais aujourd'hui avec, notre smartphone ou quoi, on peut surveiller tout ce qu'on veut surveiller. Enfin, je veux dire, en tant que entreprise, on peut tout piloter, moi, c'est ce que je fais. Donc j'ai des personnes qui travaillent pour moi sur ça, mais par contre, tu surveilles tout, mais par contre, j'ai pas les contraintes et les éléments de devoir, payer des factures, de devoir faire des trucs comme ça, tu vois? Mes billets de train, je les prends pas, enfin, tu vois? Des petits trucs qui m'intéressent pas, quoi, tu vois? Donc en fait, aujourd'hui, sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on peut avoir une activité, entrepreneuriale, une fun, mais moi, la chance que j'ai que 4 activités fun, en fait. Mmh. Ça, c'est ça qui est vraiment, super et pour la valeur ajoutée, oui, ma valeur ajoutée aujourd'hui, moi, j'ai presque 50 ans, donc faut faire gaffe par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, je fais toujours beaucoup de scènes artistiques, tu vois? Bientôt, il y a le MCB. C'est le MCB, c'est le Mondial de la coiffure à Paris. C'est vraiment les meilleurs qui sont sur scène, on n'est pas très nombreux et moi, je fais encore une conférence, je suis le seul coiffeur qui fait la conférence. Ça, j'aime ça et c'est important parce que tu prends la parole. Je fais une conférence, je fais un workshop. Workshop, c'est micro-casque, et après je fais un show artistique. Donc, mais par contre, c'est important, que je me renouvelle. Mais par contre, ma valeur ajoutée aujourd'hui, c'est dans mon métier, c'est porter une certaine parole, ma parole, qui je considère est la meilleure parce que c'est la mienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure pour tous les autres, hein. Mais en tout cas, il faut qu'il l'entende. Porter ça et montrer aussi que dans le parcours entrepreneurial, même si aujourd'hui ça paraît, waouh, c'est pas toujours waouh, mais c'est très déjà très bien, mais ça va être aussi le parcours du combattant et ça fait partie de l'acceptation, et la résilience. Ça fait partie de la qualité des chefs d'entreprise. C'est Bien sûr. hyper et de l'homme en général, hein. C'est comme nos vies de couple ou ce soit, c'est pareil. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir revécu ton parcours et pas voir que, ce que tu es aujourd'hui, mais aussi, Ouais, ouais, revenir un peu sur le passé. Tu parlais de tes 4 métiers, de cet écosystème que tu as voulu créer. Du coup, je me reconnais, pas mal là-dessus. ouais, On va parler de tes autres métiers. ouais. Donc tu fais des conférences, tu accompagnes aussi, Ouais, alors il y a le 1er métier, donc moi je suis bon, je dirais mon 1er métier, c'est d'abord coiffeur barbier. Parce que c'est ce que je fais toujours, parce que je suis toujours au fauteuil 2 jours par semaine à peu près, parce que je peux pas m'en passer, j'adore ça, je pourrais très bien ne plus être, mais j'aime ça, ça me fait c'est vraiment je me demande même souvent si je pense que peut-être à la fin je finirai là, peut-être, je sais pas, Mmh. parce que pour que la boucle soit bouclée. ouais, mais puis j'aime ça, je suis quand même coiffeur, quoi. C'est mon métier, j'aime la relation avec mes collaborateurs, avec les clients, tu vois? Et du coup, ça, après, j'ai mon métier de franchiseur, si on peut dire. J'ai dit «si on peut dire» parce qu'en fait, je l'ai monté un peu malgré moi-même la franchise. J'avais pas forcément envie. C'est un pote qui m'a un peu amené à ça. Je l'ai fait parce que j'avais un rôle dans la coiffure et il y a des gens qui me demandaient beaucoup. Aujourd'hui, on me demande à peu près, 3-4 ouvertures par mois. Donc je pourrais en avoir, une centaine, mais c'est un métier qui m'intéresse pas du tout sur la masse. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à dire franchiseur parce que c'est pas vrai, il y a que 11 salons en tout, donc c'est pas beaucoup. Mais, c'est, plutôt, j'ai des collaborateurs qui soutiennent la marque,
et qui sont mis à mes côtés à travers des franchises, tu vois? Ouais, parce que franchiseur, tu vas pas forcément te limiter comme tu le dis. Non, parce que franchiseur, c'est pas mes je te dis, c'est Mmh. pas, maintenant je connais le métier de franchiseur, ça m'intéresse pas. Franchement, et comme, un de mes trucs, c'est que je suis mon essence, mon carburant, c'est pas l'argent, c'est vraiment, le plaisir, et la créativité. Donc, je vais pas faire le mec, qui va faire que ça pour la thune. C'est pas ça m'intéresse pas. Je vais m'enlacer, je vais pas être bon. J'ai besoin de faire des choses qui me plaisent pour être bon. Autrement, je fais pas. Donc il y a cette partie-là. Après, il y a la partie formation. Ça, c'est une partie très intéressante, pour moi. Donc la formation sur la technique proprement dit, donc sur mes méthodes de coupe, mes méthodes de barbe, où j'essaie d'être toujours avant-gardiste et d'être très intemporel par rapport à ce qui peut se faire en coiffure. Donc ça, j'en fais, bon, je suis plat à peu près sur, 1 an et demi, 2 ans, tu vois? Je fais beaucoup en France, à l'étranger, je voyage pas mal par rapport à ça. J'ai même été en Russie il y a pas longtemps pour faire une masterclass, tu vois? Je me dis: «Tu vraiment rien», parce que moi, je suis vraiment apolitique, et je suis vraiment coiffeur, créatif, donc sur ça. Il y a cette partie-là, coiffure, formation. Après, il y a la partie coaching. Coaching où je travaille pour une marque qui s'appelle American Crew, qui est la plus grosse marque de coiffure, au monde, notamment pour eux, mais aussi beaucoup en freelance, de mon côté, où j'accompagne, bon, globalement, des coiffeurs parce que je suis pas mal demandé pour l'autre métier, mais je me sens quand même beaucoup plus légitime et beaucoup plus à l'aise quand même sur la coiffure, c'est normal. Mais par contre, je choisis mes clients parce que je vais pas accompagner des gens en galère qui ont pas de trésorerie pour leur prendre la trésorerie et ça va pas changer. Donc, je préfère accompagner des groupes, qui sont sur des bonnes croissances pour aller encore plus loin, tu vois? Alors j'allais dire un truc, je dis: «Je suis pas l'abbé Pierre à la coiffure», mais l'abbé Pierre, c'est faux, pas du tout. Non, pas tout, hein. Et du coup ça, la partie, formation et partie coaching. Après il y a la partie artistique où là j'appartiens à un cercle, excuse-moi? Non, vas-y, juste avant la partie artistique, pour la partie formation, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais, Au final, tu te sens pas forcément légitime pour aller faire d'autres métiers. ouais. Cependant, tu travailles aussi avec des bouchers, Oui, plein voilà. d'autres corps de métier. Alors je le fais et quand j'y suis, je me sens très à l'aise, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien aller dans faire du coaching sur des métiers qui sont pas les miens parce que du coup, je fais ce que j'ai fait à mon métier. Quand j'ai rénové, aujourd'hui, il y a beaucoup de salons qui font un peu tout, mais nous, on était les premiers à le faire et franchement, pour arriver à mettre un bar dans ton salon, tu as intérêt à tout penser, à ce que ton bar soit nickel, le mec derrière le bar nickel. Si tu veux faire du haut de gamme, si tu commences à mettre, enfin, il faut que tout soit pensé. Le soin du Et détail. c'est ça le premier, la chose la plus compliquée. Et après que de toute façon, moi, je suis de beaucoup copier dans mon métier, mais ça n'a jamais marché parce que copier, c'est une très mauvaise idée. Il faut s'inspirer, mais jamais copier. Ça, c'est pas bon. Donc du coup, quand je vais dans d'autres métiers, c'est facile pour moi parce que du coup, j'arrive avec un regard neuf et quelque chose que j'ai déjà fait. Donc j'ai plus qu'à comprendre le métier que fait la personne, dans toute sa traditionnalité et après sortir de ça, quoi. Et puis ce que je travaille beaucoup sur l'expérience client dans mon coaching et dans l'expérience collaborateur. Et je vois que beaucoup de chefs d'entreprise se plaignent, des collaborateurs, beaucoup, trop. Et en fait, ces chefs d'entreprise, ils ont défini aucun cadre. Donc ils se plaignent que les collaborateurs ne respectent pas ça et ça, mais les collaborateurs ne connaissent même pas le cadre. Donc j'apprends aussi aux chefs d'entreprise qui ne l'ont pas fait à définir un cadre, mettre en place des chartes, des valeurs, tout ça pour que moi, chez moi, chez dans ma classe, tout est carré, tout est en place. Mes collaborateurs, ils connaissent le langage, ils savent où accueillir le client, comment l'accueillir, tout est en place. Donc une fois que le mec il a le manuel opératoire, hein, il y a plus qu'à le retravailler au fur et à Mmh. mesure, mais tout est Tu as nickel. tout un process. Voilà, le process il est carré. Donc il y a cette partie, après il y a la partie artistique donc, où là c'est, avec la haute coiffe française, où et de mon côté aussi, où je crée des shows artistiques, je fais des collections de coiffures, pas que pour moi, aussi pour d'autres marques, hein. Ça peut être international pour les marques italiennes ou quoi. Donc je suis beaucoup consulté sur ça parce que vu que je dois cultiver mais je le fais parce que ça me fait plaisir. Je dois cultiver le fait d'être novateur, il faut que je le sois aussi dans la partie artistique, de mon métier. Et après, il y a la partie événementielle, que j'adore, hein, parce que je considère que les salons de coiffure aujourd'hui, en tout cas dans mon métier, on doit être très bon sur l'expérience client et sur la partie event. La partie event, pour moi, elle est indispensable. Et donc je fais des événements décalés, notamment le dernier là, que j'ai fait, que je vais refaire, hein, parce que j'en ai fait plusieurs quand même, hein. Ouais, le dernier était marquant. Le dernier était top, ouais. Le dernier, c'était vraiment privatiser une station de ski, qui s'appelle Artusta, l'été, à 2 100 mètres d'altitude. Donc avec tout ce que ça peut représenter, ça a été très compliqué avec les agriculteurs et les 500 vaches à eau, avec les écolos, avec le préfet, bon, tout ça, ça s'est bien géré. Mais c'était compliqué parce que planter des tentes en haut, c'était dur et l'idée, c'était les gens, ils viennent, on limite à 500, on a eu 2000 demandes, donc ça a été un succès incroyable. Les gens montent en télécabine, ils sont accueillis en haut par, des hôtesses, ils ont mal à la classe.
on est très marketing club, hein. Donc, t-shirt et tout, les hommes, on leur donnait bracelet, ils ont la classe, les femmes aussi, d'autres bracelets différents. On les amène au village de tentes, on a dressé 500 tentes pour vivre l'expérience de la nuit en montagne. Alors ça, c'est pour les clients et pour les coiffeurs. Les coiffeurs sont venus de Londres, de Suisse, de partout, hein, c'était super, hein. Et après, on les dirige vers la soirée où là, on a théâtralisé dans un cadre juste incroyable, époustouflant, une scène artistique avec un bar à débordement, c'est ce que je voulais, comme dans une piscine, où le débordement, bon, vous voyez, les gens étaient les serveurs derrière, mais derrière eux, il y avait une barrière où il y avait le vide. Donc en fait, quand tu commandais ta bière, tu avais le vide derrière les serveurs, donc c'était vraiment époustouflant. Avec l'osso, le pilier d'osso en fond d'écran. Donc première soirée très branchée, alcool à gogo, restauration. Plutôt, l'idée c'est faire un truc un peu Ibiza, sa première partie, mais dans un cadre où avec les brebis en haut et tout. Concert première partie, DJ seconde partie jusqu'à 4 à 5 heures de la tête. Et après, on passe de la soirée Ibiza, la soirée très pastorale. Comme je suis ambassadeur du Béarn, je voulais mettre aussi les Béarns en avant. Et là, on fait dormir les gens en tente pour l'expérience de la nuit. Et le matin, on les réveille avec un berger, avec 700 brebis, dans les villages de tente. Et après, on fait un concert au Salois. Et on fait un petit déjeuner pyrénéen. Et je sensibilise tous les participants à qu'est-ce que c'est les estives et qu'est-ce que c'est le pastoralisme. Oui, Voilà, on est dans ça. ça. Et du coup, avant de partir, je leur dis, bon, vous avez deux missions chacun. Vous pliez vos tentes, parce qu'on n'aurait pas plié, c'est ça, c'est important. Et vous achetez le fromage au berger. Le berger, il a tout vendu. Mais c'était super parce que ça fait partie de l'expérience client. Et en fait, quand on me dit ça t'a coûté une blinde, mais non, ça m'a rien coûté. Ça m'a coûté 30 000 euros et ça m'a rapporté 34 000 euros. Donc, ça m'a fait gagner 4 000 euros. C'est pas beaucoup. Mais par contre, en communication, c'est pas tout le jour apprend, ça m'a fait éclabousser partout Bien sûr. la communication. Et ça qui est important. Ça t'apporte une visibilité que tu Énorme. n'aurais pas Voilà. eu Et puis en plus, en montagne. j'ai pris un kiff de dingue. Donc tout le monde s'est éclaté, on a pris du plaisir, on a picolé, on a dansé, on était tous ensemble. Et puis, mais cette idée, je l'ai eue quand même, je l'ai eue grâce à un mec de ma famille qui justement est charcutier, qui part à la retraite. Il part à la retraite, il a beaucoup de mal à partir à la retraite parce qu'il est attaché à ses clients. Et je lui dis, tu vas faire une petite soirée comme pour dire au revoir à tes clients. Oh, je sais pas trop et tout. Et j'ai eu la chanson qui est arrivée dans la tête, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Elle est arrivée dans la tête en suivant. Et je lui dis, c'est vrai, il faut pas attendre que la fin de notre carrière pour dire au revoir aux gens qu'on aime, il faut le faire pas mal. Et du coup, là, j'avais tous mes clients, des gens de la coiffure, c'était génial, c'était incroyable. Voilà, donc c'est un peu ça le cheminement, quoi, tu vois. Tu as déjà réfléchi au code après? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, j'ai voulu en faire une autre, mais finalement, il y a eu des choses qui sont passées, donc je n'ai pas fait. Mais oui, bien sûr, ben, ça, le truc, c'est que à peine, je me souviens, il y avait un joueur de rugby, Wilkinson, dès qu'il gagnait un prix, dès qu'il gagnait une coupe, il était tout de suite, il avait du mal Focus sur à, l'autre, ouais, ouais. il avait du mal à profiter du prix, enfin de la Coupe du Monde ou championnat de France, peu importe, parce qu'il était dans ça. Alors moi, j'essaie de me forcer à savourer, mais j'ai savouré, je dirais, une journée, mais j'avais déjà l'idée avant, et je voulais qu'elle se fasse bien, et puis après, l'idée, je la transforme pour après. C'est vrai que c'est le cas dans beaucoup de sportifs. Ouais. Martin Fourcade, il en parlait sur une conférence aussi, et d'autres qui font de l'individuel et de l'équipe dans les JO, puisqu'on enregistre pendant la période des JO. Tu as le cas des escrimeuses hier qui ont gagné en individuel, mais samedi, elles jouent en équipe. Donc au final, elles n'ont pas le temps de profiter, qu'elles sont déjà focus sur le coup d'après. Ça. Et nous, chez Entreprise, quand on fait beaucoup de choses, en plus, on a beaucoup d'activités, mais c'est super, c'est génial, ça permet de pouvoir jamais t'ennuyer et partir sur autre chose. Nous, on le voit quand on fait une scène artistique où il y a 5000 personnes ou une conférence où il y a 4000 personnes, c'est super, mais tout de suite derrière, il faut enchaîner sur autre chose. Donc, non, le seul problème, je te dis que tu n'auras pas assez de temps dans ta vie pour tout faire. Et c'est grisant de pouvoir faire tout ça. Voilà, ça, c'est C'est super. ça qui est chouette. Tu parlais de toutes tes activités de conférence consultant. Alors, sans aller à choisir, parce qu'on a bien compris que l'équilibre y était, comment tu t'es amené à créer ces différents strates et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller jusque-là, en fait, et de ne pas rester humblement, si je puis dire, c'est même Ouais, pas le bon mot, ouais. mais juste avec tes salons? Non, parce qu'en fait, toi, sur le bras, j'ai tatoué un truc qui s'appelle il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Alors, il a fait, ouais. Et bon, c'est connu, je vois, mais en fait, j'avais pas envie de me limiter, quoi. Tu vois, et plus je vais en âge, plus j'ai la rage de faire, quoi, tu vois. Vivre tes rêves. Plus je suis chaud, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, l'autre jour, j'ai vu sur Instagram un mec, 85 ans, il fait encore un triathlon. Enfin, il fait un triathlon, il a jamais fait sa vie, quoi. C'est ouf. Il y a des sources d'inspiration incroyables. C'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, finalement, mais s'il écoute les pensées limitantes à 85 ans, il faut qu'il se repose, qu'il fasse rien. Mais là, il ne s'est pas écouté, il était bien, il a fait. Donc en fait, non, c'est vraiment. Puis après, quand la machine elle est en route, c'est plus facile. C'est-à-dire que tu as plus de sollicitations.
Mais il y a un moment donné où tu vas arriver quand même, où tu vas monter en âge quand même, où si tu te fais pas violence pour pouvoir être à la page de ce qui se fait aujourd'hui, tu vas rester sur tes croyances et être un peu redondant. Donc faut faire attention. Mais aujourd'hui, oui, j'ai encore plein de projets. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à sur les mes j'ai pas de, j'ai beaucoup de mal à avoir une vraie stratégie. Ma stratégie, c'est vraiment prendre du plaisir, me faire confiance et m'écouter, tu vois? Parce que là, par exemple, aujourd'hui, je suis beaucoup sur les expériences humaines, tu vois? J'ai aidé un jeune, il y a quelques années de ça, à venir en France, un jeune kurde-irakien, parce que je fais un peu ça aussi, j'aide un peu, des fois, quand je peux, des jeunes étrangers à s'installer en France. Et le gamin est arrivé, il a mis 21 jours à pied pour venir en France. Je l'ai fait installer chez moi, je l'ai payé, l'école de coiffure, je l'ai formé, et là, il y a quelques années de ça, il a failli se faire expulser. Et comme je coiffe les personnalités françaises importantes, du coup, ça m'a permis de pouvoir m'adresser à un d'entre eux qu'il puisse rester en France. Et ce jour-là, par exemple, je lui ai dit, je te promets, Rawa, je te lâcherai jamais. Et on s'est tapé dans la main. Et le jour de mon anniversaire, il arrive, il me dit, j'ai un cadeau pour toi. Et je dis, c'est quoi? Il s'enlève sa chemise et il s'était tatoué deux mains. Je te promets, je te lâcherai jamais, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment très fort, tu vois. Et là, aujourd'hui, ben, 7 ans après, j'ai ouvert un salon à l'Escar pour lui et on s'est associés, il y a quelque temps là, il est associé avec moi et il est à son compte, dans un salon de coiffure, les hommes à la classe à l'Escar, tu vois? Donc aujourd'hui, c'est aussi ce genre de choses que j'ai envie de faire. Là où toi, tu as démarré. Voilà, là où j'ai démarré, c'est ça exactement. Et c'est ce genre de choses que j'ai envie de faire aussi, continuer à avoir des projets, avec des gens qui valent la peine, qui me tiennent à cœur, quoi, tu vois? Ça, c'est possible. Avoir une sorte de pépinière. Aujourd'hui, je réfléchis sur beaucoup de choses, parce que la coiffure, c'est un métier qui est très sclérosé, qui veut pas avancer avec les syndicats. Moi, je suis beaucoup en affrontement, mais pacifiste. Je suis un pacifiste, je suis en affrontement, dans les idées, avec les syndicats, nos représentants syndicaux, où je suis pas du tout d'accord avec eux, mais ils font ce qu'ils peuvent, parce que quand ils présentent ça au gouvernement, il y a 50 000 paliers avant d'avoir la question, tu la poses là, il faut que ça monte 50 000 trucs, donc ils n'y arrivent pas. Du coup, moi, ben, je fais comme les Gaulois dans leur village. Je fais mes règles à moi. Je fais chez moi, ben, là, j'ai en train de former un mec qui était dans l'armée, une infirmière. Les gens chez moi, ils n'ont pas d'examen, mais ils travaillent beaucoup mieux que la plupart des autres coiffeurs, parce qu'ils font la même méthode. Et le gars qui, par exemple, qui est militaire, eh bien, il est venu dans une formation à Lourdes, que j'ai animée. Il est comme modèle, simplement. Il a aimé mon discours. Et ça lui a donné de quoi faire. Il a démissionné de l'armée, il est venu travailler chez moi. Il est venu avec rien, tu vois. Donc c'est un peu, je dis toujours, je préfère avoir des gens intelligents à former et à développer, plutôt que d'avoir un con qui croit que l'année de la naissance, sa naissance, c'est une année du monde, Oui. qui n'arrive pas à évoluer, quoi, tu vois. Donc Ouais. c'est un peu ma façon de faire. Le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Voilà, les 2 sont indispensables, mais d'abord, le savoir-être, c'est la base, quoi, c'est clair. C'est ce qu'on apprend nous. Nous, dans nos marques, ce qu'on fait, c'est que quand, quelqu'un vient, il a déjà une semaine d'éducation, intellectuelle dans la marque, où il apprend la genèse, le comportement, il observe tout ça. Et après, même si c'est un très bon coiffeur, il a quand même entre 1 et 3 mois de formation à toutes les méthodes des hommes de la classe. Donc en fait, j'ai repensé tout le modèle, que ce soit sur le savoir-être, savoir-faire. Et ça, c'est un peu, j'encourage un peu tous les métiers à faire ça, quelque part. Parce que finalement, c'est avec des gens qui arrivent à sortir leur profession des sentiers battus qu'on arrive à faire évoluer les choses. Et les restaurateurs le font très bien. Les restaurateurs, moi, je suis émerveillé devant ce qu'ils font. Parce que eux, nous, en coiffure, par exemple, il y a 8% des coiffeurs qui font une formation une fois dans leur vie. C'est un drame. C'est vraiment un drame. C'est-à-dire, et c'est gratuit, c'est pris en charge par les autres pro. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a des coiffeurs, ils ont 60 ans, ils ont eu le CAP à 20 ans, en 40 ans, ils n'ont pas fait une seule formation. Pour peu qu'ils embauchent quelqu'un qui est sur le même modèle, ça peut faire 80 ans d'immobilisme. C'est pour ça que la coiffure, c'est le second métier le plus représenté dans le monde, dans la France, pardon, tu vois. Et quand un client il s'en va d'un salon, souvent le client, parce qu'il va déménager, il dit j'arrive pas à trouver de salon de coiffure, c'est trop dur. Mais en fait, c'est très facile, mais j'arrive pas à trouver de bon coiffeur. C'est ça le problème. Mais donc, du coup, la première éducation, c'est le savoir-être, effectivement. Mais en tout cas, arriver à détecter des personnes parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir en coiffure, même des quadras, trentenaires Ouais. quadras. Comme à la cuisine qui a son flow. Exactement. Ouais. Mais du coup, ben, les outils sont pas en place financièrement, donc moi, je prends des risques et ça marche.
Aujourd'hui, ce que je fais aussi sur la formation, c'est ça, c'est un peu comme les restaurateurs, je t'en parlais tout à l'heure, c'est, moi je vais beaucoup dans les salons et j'apprends à faire la cuisine aux coiffeurs. C'est-à-dire qu'en fait, je leur apprends, à mettre en place un savoir-être, le savoir-faire avec des méthodes différentes pour que justement ils arrivent à recruter aussi, à détecter, à recruter des gens, différents et des gens qui seront des futurs talents, quoi, tu vois? Ça, c'est important ça. Pour revenir sur ce que tu disais où tu étais pas forcément d'accord avec les syndicats et cetera, j'ai plutôt l'impression en fait que tu es plutôt dans la perspective d'un endroit libre avec tes propres règles où tu vis, pour toi en Ouais, fait et pas ouais. pour les autres. Je Ouais. sais pas si c'est une preuve de détachement quelque part aussi? Ouais, bah, en tout cas, bon, c'est vrai que je suis toujours un côté un peu rebelle assumé et rebelle gentil, tu vois? Mais parce que aujourd'hui, j'ai le droit de dire: «Je suis pas d'accord avec ce qui se fait» et en fait, aujourd'hui, on a des gens qui ont des rôles politiques importants et qui sont attachés à ces rôles-là plus qu'à ce qu'ils vont entreprendre. Donc je vais pas tu sais très bien qu'on est chez entreprise, on n'attend pas, on a comme alors, quand on est français, en France, certains peuvent attendre le 5 du mois pour avoir des aides ou quoi que ce soit. Nous, chez l'entreprise, on n'attend rien. On s'est démonté, on le sait, on n'attend rien de l'État et quand on est à notre compte, moi en coiffure, j'attends pas, une refonte de quoi que ce soit. Je fais mes règles, parce que je crois. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux encourager toute entreprise à faire. C'est-à-dire que alors attention, les règles, qui sont permissibles, hein, Oui, oui, bien sûr, hein. dans le respect du cadre. Voilà, exactement, autrement c'est pas possible. Mais par contre, en tout cas techniquement dans mon métier, je fais mes propres règles, je crois, j'y réfléchis à quelque chose de bien, tout est écrit, tout est placé, mes techniques sont nickel, le savoir-être c'est nickel, tout est en place. Donc aujourd'hui, je constate qu'elles sont bonnes, parce que tous les salons marchent très bien, les salons à la classe, même si aujourd'hui, par exemple, je te donne un ordre d'idée, pour te donner un référent à quelqu'un qui connaît pas la coiffure, il y a 12 des clients qui font la barbe en salon en France. À peine. Chez les hommes de la classe, il y a 65 des clients qui font la barbe. On n'est pas meilleur qu'eux, mais parce que tout de suite, j'ai mis en place des méthodes intemporelles qui fait développer l'expérience client autour de la barbe. C'est ça ce qu'il faut Mmh. retenir. Donc en fait, à partir du moment où on a compris ces choses-là, on avance avec ce qu'on croit être bon. Comme le restaurateur, les restaurateurs, par exemple, ils ont compris depuis longtemps. Il y a des restaurants à pizza, des restaurants à poisson, des restaurants à viande. Nous, il y a des coiffeurs, à l'école, il faut encore savoir tout faire. Non, moi, je préfère être très bon sur un métier, la coiffure homme, que être moyen ou pas bon sur tous les autres métiers, rien à la coiffure, tu vois. Donc aujourd'hui, se légitimer, se faire confiance et aller vers ce qui est bon. Mais en tout cas, on peut le faire avancer. Parce que nous, on a créé des groupes en coiffure, des pistes de travail sur les plus grosses entreprises françaises, où on met en place, on est en train de mettre en place aussi des labels pour que le consommateur il sache vers quel salon de qualité aller. Et dans ces labels, il y aura beaucoup de contraintes à avoir, un peu comme les chefs étoilés, avec les guides Michelin, comme ça, tu vois. On peut arriver à faire plein de choses aussi dans le métier. Oui et puis tu ne peux pas être un très bon généraliste et un très bon spécialiste. Non, Ça n'a jamais, c'est ça, ça n'a jamais marché c'est ça. là-dessus. Tu parlais justement que tu processais beaucoup de choses, que tu avais mis des règles, des lignes de conduite et cetera. Mmh. Comment ça t'est venu cette, chose-là? Parce qu'au final, tu as découvert le métier un peu sur le tas. Ouais, sur le tas complètement, ouais. Bah, ça m'est venu, Parce qu'aujourd'hui, en t'écoutant, mmh, j'ai l'impression que ça régit beaucoup de choses au final, d'avoir ce process, d'avoir ce cadre. mmh. Bah, en fait, quand tu, quand tu es entrepreneur, que tu reprends une boîte, que c'était mon cas, tu es un peu entrepreneur malgré toi-même, parce qu'au final, la boîte, elle a été créée par quelqu'un d'autre. Quand tu crées une marque, c'est ce qui a été mon cas avec les hommes de la classe, du coup, tu crées une marque, tu crées un concept. Ça va encore plus loin. Il y a créer une marque, c'est bien, mais créer un concept, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, quand tu parles avec eux, ils ont un concept. Mais le problème, c'est que ce concept, il faut qu'il soit perçu par le consommateur. Ça, c'est la seconde maille. Et souvent, le mec, il va t'expliquer un truc, et toi, tu es consommateur, en face, tu vas dire, non, mais je comprends pas. Et tu as raison de pas comprendre, parce que ça n'a pas marché. Le consommateur, il n'a pas perçu. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui est convaincu de ça, mais finalement, il a oublié de voir à qui il allait parler. Et du coup, ce concept, il va te permettre de pouvoir, s'il est clair, de pouvoir être perçu par le consommateur et avoir le succès que tu mérites. Mais du coup, quand tu crées une marque, c'est un peu le même sentiment que quand tu as pas d'enfant, tu aimes pas forcément les enfants, ce qui n'est pas mon cas, tu vois. Quand tu vois ton pote à l'hôpital qui a eu le gamin, il te met dans les bras, tu es emmerdé, tu sais pas comment faire. Quand c'est ton fils, tu as ce côté, tout de suite, tu as ce côté paternel, tu le prends dans les bras, tu es à l'aise et tu as envie de le protéger. Et quand tu crées une marque, il y a tout qui vient derrière. Moi, ça a été mon cas, tout qui s'est déroulé. Et en fait, toute la logique que tu veux un peu imposer, que tu veux mettre en place, elle s'est mise en place. Et puis, entre-temps, il ne faut pas oublier que j'étais pendant 10 ans
un directeur d'une galerie marchande, il y avait 60 boutiques avec un budget de plus de 2 600 000 à gérer à l'année, avec un directeur de magasin. Donc j'ai vu des process aussi en place intéressants, bien que tout n'est pas forcément carré non plus, mais quand même c'est intéressant. Je me suis intéressé à autre chose. Donc pour moi, la première chose, c'était mettre un cadre par rapport. Je ne pouvais pas mettre les hommes ont la classe et avoir des trucs balle en balle en arrière. C'était impossible, impossible. Donc effectivement, aujourd'hui, d'avoir mis un cadre heu, sur le savoir-être. Donc le savoir-être, ça veut dire, ben, l'accueil, le Tout le comportement, parcours client. tout, tout, tout. Aujourd'hui, tout est écrit, tout est mis en vidéo. Aujourd'hui, quand on me dit: «Tu as jamais de problème avec les collaborateurs», c'est normal. Parce que les collaborateurs, ils viennent pas chez moi par hasard. Ils ont choisi la marque. Ils viennent pas frapper chez un coiffeur comme ça, ils ont et si, c'est arrivé une fois qu'il y en a un qui corresponde pas, dès le parcours qu'on a fait ensemble, il a vu qu'il serait largué, donc il est parti. Donc en fait, de mettre ce cadre, c'est indispensable à chaque chaîne d'entreprise. Dans chaque entreprise, pour moi, c'est indispensable et ça évite d'avoir tous les chefs d'entreprise qui se réunissent entre eux et disent: «C'est quoi le plus gros problème?» C'est le personnel. Déjà, si on part moi, je trouve que si on part de là, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, déjà, quand on a 50 ans, 40 ans ou 45 ans ou 35 ans, le personnel, c'est quoi? Ça peut être des jeunes. Déjà, ils n'ont pas les mêmes codes que nous. C'est comme donc déjà croire que parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes que nous, ils n'ont pas les bons, c'est compliqué. Et après, il faut déjà les écouter, essayer de décoller tout ça. Mais si on leur met un cadre, moi je le vois, avant j'avais pas de cadre, j'avais des problèmes comme tout le monde. J'ai eu des galères, hein. Aujourd'hui j'ai un cadre, ça se passe crème. Donc ça, c'est super important, quoi. Justement, par rapport à ça, quelle est la proportion de la difficulté ou la facilité de recrutement et d'emploi dans les salons de coiffure? Et toi, à l'inverse, Ben, est-ce que tu recrutes, beaucoup? Est-ce que ils viennent non. spontanément, dedans? Ben, Alors moi que la marque est tellement forte, pardon, ouais. la marque est tellement forte et c'est tellement ancré, comme tu dis, que c'est, au-dessus du reste Mmh. et que c'est vraiment identifié? Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de recrutement en coiffure. Il y a une pénurie de coiffeurs, D'accord. à cause de coiffeurs. Toujours. Ça, c'est le problème, c'est qu'ils ne se mettent pas en question. À cause de coiffeurs, parce qu'ils ne payent pas assez bien, ils ne les considèrent pas assez bien, ils travaillent trop, ils n'en sont pas récupérés. Enfin, c'est pas un métier que tu as envie de faire, hein. Pour 1300 balles, aujourd'hui, mon collaborateur, il gagne 30-35% de plus que tout le monde, hein, sans Mmh. problème, hein. Mais parce que, et donc, du coup, nous, non, nous, on recrute pas, les gens, ils viennent à nous, c'est ça qui est génial. Mais aussi parce que chaque année, je forme à peu près 400 coiffeurs en France. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Donc en fait, moi, j'ai des coiffeurs Tu qui as me ton vivier. voilà, mais alors je les recrute pas, mais par contre, si je mets une annonce ou j'en ai mis une fois l'annonce en 7 ans, j'ai eu, une quarantaine de demandes. Autrement, je reçois les CV au fur et à mesure ou des vidéos. Moi, je demande pas de CV. Le CV, je m'en fous. J'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai jamais fait un CV de ma vie, je sais pas en faire un. Ça m'intéresse pas d'avoir un CV, d'avoir les mêmes trucs à une motivation. Je demande des vidéos, en général. Donc il faut que le mec sur la vidéo, il me donne envie de le kiffer, quoi, tu vois? Donc non, le recrutement, tu vois, on a les 2 axes majeurs qu'il faut qu'on retienne chez nous, c'est qu'en fait, on n'est pas bien placé sur quasiment chaque commerce. En tout cas, à Pau, c'est le plus gros, on est mal placé et les clients viennent à nous, donc ça veut dire que le concept, il fonctionne très bien. Et après le recrutement dans un métier où c'est une pénurie énorme, il y a des salons qui ferment parce qu'il y a pas de personnel. Et nous, on a toujours une dizaine de CV en attente. Donc aujourd'hui, on est un peu le pôle emploi coiffure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a les coiffeurs qui me contactent, hein, encore toujours à la salle de sport, un confrère qui m'a dit: «Thierry, tu as pu me passer des CV?» Je lui passe ces CV. Mais je sais qu'ils iront pas. Parce qu'ils ont pas choisi de alors c'est pas contre lui, parce qu'il est peut-être super le mec, hein. Mais ils ont décidé, ils ont choisi aujourd'hui c'est ça que j'aime bien chez les nouveaux collaborateurs, ils choisissent le club dans lequel ils veulent jouer. Mmh mh. Ils vont pas jouer dans n'importe quel club. Ouais, c'est parce que tu Donc aimes le sens et le pourquoi derrière. exactement, exactement. Donc ça, c'est hyper important et quand tu mets le plaisir au centre du terme, c'est ça, dans tous les métiers, on peut le faire. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est au-delà du concept de la marque, Mmh. c'est aussi quelque chose que tu fais vivre avec le Mmh. temps. C'est-à-dire tu t'es pas convaincu, ou contenté de lancer ce concept-là et de le laisser vivoter comme des fois c'est souvent le cas, mais tu es très en amont, très avant-gardiste aussi sur la communication. Tu communiques beaucoup pour Mmh. que les gens se souviennent de toi, se rappellent de toi et cetera Mmh. et tu fais vraiment vivre la marque Ouais. au quotidien. Ça, c'est très, très important. C'est hyper important parce que c'est vrai que le premier coup d'éclat, le premier coup waouh, c'est créer une marque. Être un peu en avant les autres. Mais après, si tu t'arrêtes sur ça, mais tu deviens has-been et tu te fais dépasser et tu te fais surclasser, quoi. Donc puis bon, surtout, toi, ton moteur d'entrepreneur, bah, tu le perds. Tu vas mal finir, quoi, tu vois? Donc ça, c'est la chose la plus importante aussi à faire, c'est toujours arriver à se renouveler. C'est pas toujours ça, mais tu vois, je te donne un exemple, par exemple, très précis. À Pau, par exemple,
Donc en fait, on monte les ondes à la classe avec le concept café-théâtre, bar à vin, tout ça, tu vois? Et là, je monte un autre concept, en bas, 2,5 km chez Jurançon et ça s'appelle les ondes à la classe. Donc déjà, monter à la base dans une vie, ça peut paraître pourquoi pas, mais bon, c'est peut-être un peu osé, bon. Et puis du coup, c'est un grand local, toujours pareil, 180 carrés, un ancien cycliste qui monte ça. Mais tout a un sens quand même, je reviens sur ça, mais tout a un sens parce qu'en fait, au Halles, le premier, il est à côté des Halles de Pau. Et quand j'étais petit, je vois encore la 4L orange de ma grand-mère qui passait avec moi à l'intérieur. On allait au Halles servir. Donc c'est à côté d'un endroit majeur dans ma vie. Et le second que j'ai monté à Pau, j'ai joué au rugby à la Croix-du-Prince pendant des années. C'était juste à côté de la Croix-du-Prince. Donc c'est bizarre le cause à effet, tu vois. Et du coup, le second que j'ai monté, il fallait trouver un concept différent pour être sûr que ça marche. Et là, j'ai monté le casse-roue de café. Ça a cartonné d'entrée. Le casse-roue de café, c'était la promesse d'avoir le meilleur sandwich de Pau. Bon, c'était moi qui allais le faire. Du coup, je me suis dit, je vais me mettre avec le meilleur ouvrier de France, charcuterie, Sébastien Sosaillard, au Pays Basque. Le meilleur de France, boulangerie, Jean-Baptiste Granger. Pâtisserie, c'est lui aussi. Et primeur, c'était Jeff Gosset, qui a préparé le concours, qui n'a pas eu, mais qui est quand même un crack. Et on a fait une carte. Donc, c'est vraiment donnant-donnant. C'est-à-dire chacun, moi, je paye le matos et tout, tu vois. On a fait une carte et on a fait une communication autour de ça. Et en fait, on a créé dans ce lieu, alors c'est pas des salons, parce que si on imagine un salon, on se dit qu'est-ce que ça va faire. Dans ce lieu, on a créé le casse-roue café, le sans coiffure. Et en fait, les gens faisaient la queue pour venir chercher un sandwich, venir chercher des produits de chez JB Granger. Et ça a cartonné, ça a permis de pouvoir lancer la marque. Mais ce que je veux dire, lancer le second salon. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça démontre bien ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est que quand tu veux développer ou quand tu veux avancer dans le temps, simplement, vivre avec ton temps, il faut que tu aies la capacité de pouvoir réfléchir à d'autres choses que à ton modèle type. Parce que ton modèle type, il est peut-être bon il y a 8 ans, mais déjà aujourd'hui, s'il était resté comme ça, il était déjà has-been, tu vois. Et sans la notoriété que tu as vue avec le premier salon et sans tout l'effet communication que tu Ouais, as vu, ouais, peut-être que ce second salon n'aurait pas connu le jour, on n'aurait pas marché aussi bien, ouais. juste parce que tu aurais eu cet effet Ouais, soufflé dont tu as bien très sûr, justement parlé. bien sûr. Ça, c'est sûr qu'après, nous, moi, j'ai beaucoup, j'ai cru que, que sur la communication digitale. La communication digitale, pour moi, elle est incontournable, essentielle, tout ce que tu veux. Et en fait, je m'inspire d'une marque, alors je sais, c'est pas ma came, mais bon, j'avais lu ça. Aux États-Unis, les jeux vidéo, enfin, dans le monde entier, les jeux vidéo, ça représente la même économie financière que le cinéma et la musique. Ce qui est incroyable. Je ne pensais pas. Moi, je ne suis pas du tout une addict aux jeux vidéo, moi, j'ignorais. Et aux États-Unis, ils ont créé un jeu vidéo il n'y a pas très longtemps. Ça a coûté, la production du jeu vidéo a coûté 170 millions de dollars. Et le marketing communication a coûté 220 millions de dollars. Plus cher que la création du jeu. Et grâce à ça, le premier week-end qu'ils ont lancé la commercialisation des jeux vidéo, ils ont vendu 700 millions de dollars de jeux vidéo dans le monde entier. C'est un peu comme Apple avec l'iPhone. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me dis, nous, en coiffure, la moyenne de la communication dans les salons, c'est entre 0,1 et 0,5% du chiffre d'affaires. Alors là, tu vas être entre 2 et 10% maximum. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'y suis, tu vois, mais ça me permet de pouvoir toujours, continuer, avancer. Puis bon, c'est bien parce que moi, j'encourage tous les chefs d'entreprise dans l'artisanat, notamment à travailler avec une entreprise de communication. La choisir la bonne, mais travailler avec une entreprise. Parce qu'en fait, derrière, ils vont avoir aussi, dans leur équipe, ça sera leur équipe, ils auront aussi des milieux de terrain, alors qu'ils sont qu'attaquants. Des milieux de terrain, ils sont capables de leur dire comment bétonner, ou avoir des nouvelles idées. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. Donc, du coup, notre succès, nous, de la marque, on l'a beaucoup créé aussi autour donc, du concept, des événements et de la communication digitale. Ouais. Fondamental. Ouais, et la communication te permet de travailler, comme tu le dis, c'est un investissement, si c'est Ouais. bien fait, Ouais. et si tu es bien accompagné. Et au-delà de ça, ça permet aussi de travailler ta marque employeur, donc ça te fait un effet ruissellement Ouais. sur plusieurs sujets à la Ouais. fois. Mais et ça, en fait, on continue même aujourd'hui. Ma comptable, par exemple, me dit, mais t'as vu, ça coûtait tant et tout, parce qu'elle, en fait, c'est là où Elle, elle voit la charge. ouais, voilà. Mais le conseil aux chefs d'entreprise, c'est ça, se dire, sa confiance qu'elle, même si elle est très forte, elle est limitée dans sa pensée entrepreneuriale. Enfin, elle peut être large aussi, hein, Mhm. elle a le droit, mais elle peut être aussi limitée dans la pensée charge, la pensée bilan. Toi, par contre, si ça, tu vois que moi, tant que j'ai une très bonne trésorerie, je continue. Tu vois? Oui, tout Ça, à c'est fait. important. Tout à fait. Oui, il y a ces charges et pas immobilisation, donc forcément, hein, c'est un coût, mais tu vois pas derrière ce que ça C'est rapporte. ça.
Tu parlais justement de ces croyances limitantes tout à l'heure et pour revenir un peu en arrière, sur ces pensées limitantes, donc avec la comptable René, euh, comment au-delà, parce que bon, tu parlais de cette thérapie, mais j'imagine que c'est un peu plus long que ça, comment tu en es venu à effacer ces croyances limitantes qui sont des blocages pour beaucoup d'entre nous et de ceux qui nous écoutent? Ouais. Bah, c'est vraiment, c'est travailler sur le fait de se faire confiance et en fait, sur ça, j'ai fait un petit exercice que j'avais vu sur un thérapeute sur internet qui faisait ça. En fait, c'est, que je fais faire sur des collaborateurs quand ils ont des blocages. C'est par exemple, si tu as pas confiance en toi, tu te dis, «Je mérite pas ça» ou n'importe quoi. Tu t'écris ces phrases et 3 fois par jour, tu t'y répètes 10 fois. C'est-à-dire tu te mets face à un miroir et en fait, c'est un exercice qui est très dur, hein. Quand on est devant un miroir, si on s'aime pas et qu'on n'a pas confiance en soi, on va plutôt fuir le regard, notre propre regard. Alors que si tu veux travailler ça, il faut vraiment, te regarder et te parler à toi. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment. Je me suis vraiment, parlé à moi-même en me disant des pensées fortes, positives et en fait, tout ça, ça s'est développé au fur et à mesure. Mais je dirais, les pensées limitantes, quand on commence vraiment à se faire confiance et qu'on commence à se légitimer, tout ça, ça elles sautent, hein, Bien vraiment, sûr. hein, elles sautent. Disons que tu as mis les conditions pour que ton cerveau pense que tu Ouais, es la bonne personne. ouais, ouais. Et c'est C'est ça, intéressant c'est ça. ça. Mais, tu vois, par exemple, je m'appuie beaucoup sur les sportifs aussi. Il y a l'exemple, par exemple, dans mon métier, on a un problème, c'est la consultation. La consultation, c'est quand tu vas aller chez un coiffeur, le coiffeur va dire nous, on va toujours dire: «Qu'est-ce qui te ferait plaisir ou de quoi tu as envie?» pour que le cerveau, déjà, il sécrète beaucoup de choses, donc on fait comme d'habitude ou quoi que ce soit. Et après, on part du principe que le client, il est incompétent, il a acheté une compétence. Et ensuite, du coup, on va écouter un peu ce qu'ils vont nous dire, mais pas beaucoup. Et on va faire comme par exemple, le sportif dans le super G. Le sportif dans le super G, il va tout de suite, avant de s'élancer, pendant des heures et des heures, il va mentaliser tous les gestes par rapport à ses virages, par rapport au virage 4, virage 5. Il va refaire ses gestes. Et nous, la créativité, et c'est aussi pour l'entreprise, il faut qu'on soit capable, pendant que le client nous explique certaines choses, de réfléchir à la projection de ce qu'on va pouvoir lui faire et comment on va lui faire. Mm. Ça, c'est très important. Et j'ai écouté une fois Chris Marquez, l'ancien, le mec de Nouvelle Star. Lui, il a une maladie. Avec les stars. Dans sa vallée Star, hein. Il a une maladie importante qu'il a cloué au lit pendant 10 ans. Et il pouvait se lever, répéter que 1 heure et demie, 2 heures par jour, au lieu de 5, 6 heures. Et pendant ces 10 ans, il a été 3 fois champion de France de tcha-tcha. Et du monde, pardon, du monde. Et en fait, il a fait pareil. Il a mentalisé dans son lit ou sur son canapé tous les exos et les pas. Et en fait, ça, c'est important. Et moi, je fais ça dans mon métier en créativité. Et ça me permet de pouvoir avoir aussi un temps d'avance sur la technique proprement dit, mais aussi sur la capacité d'entreprendre. Le pouvoir de la visualisation. Voilà, C'est hyper c'est important. hyper important. Hyper important. T'as beaucoup de personnes qui s'en servent, tu l'as dit au Super G, l'armée de l'air, la Ouais. patrouille de France le fait, ils appellent ça la musique. Donc, ils se réunissent, pareil, à fermer les yeux, à refaire tout dans des conditions réelles. Et c'est vrai que ce pouvoir de visualisation permet, comme tu le dis, notamment de briser des mythes sur la prise de parole. On en parlait avant, la prise de parole en public, c'est pareil. Quand tu arrives à visualiser le moment, de suite, quelque chose qui te paraît comme une montagne, une fois que tu as visualisé, et que tu vas le vivre, tu vas dire, ben, ça se passe comme je l'avais imaginé, donc tout va bien. C'est ça. Ce pouvoir-là et après le pouvoir ben, ça coûte rien, il faut savoir le faire, mais faire des demandes à l'univers. Et après, bon ça, bon, c'est depuis mon AVC parce que j'ai eu des expériences un peu paranormales qui sont arrivées pendant l'AVC. Et du coup, avec un peu, une petite expérience de mort imminente, donc en fait, du coup, ben, le pouvoir de l'attraction, l'attractivité, quand tu demandes, par exemple, je te donne un exemple, alors tu vas dire, Estanguet, il a pas eu cette chance, hein, pendant son ouverture, hein. Mais par exemple, l'année dernière, quand j'ai fait ma soirée à montagne, à 2100 d'altitude, je veux dire que quand il fait pas beau, là-bas, c'est la galère, hein. Et beh, il a fait 43 soirées de pluie entre juin et juillet, entre mes dates. Le 24 juin, il a fait un temps de dingue. Et en fait, je me suis beaucoup adressé notamment à l'univers et à l'impossibilité. Alors, ça a ses limites à certains moments aussi, hein, mais en tout cas, ça marche, moi j'y crois. Et le fait d'y croire, je trouve que c'est subliminal par rapport à la réussite de chacun d'entre nous, quoi. Eh, ça t'aide à y croire et t'as toute cette Ouais, notion beaucoup, d'alignement beaucoup. aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que par rapport à ton parcours, Ouais. un chef d'entreprise qui est actuellement ou qui se lance, quel message tu aimerais véhiculer? Ou alors en te le faisant dans un sens, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Bon, je pense.
En fait, je pense, Même si j'imagine tu as adoré découvrir le chemin, oui, voilà, mais et en fait, je pense que pour chacun d'entre nous, enfin, beaucoup de choses et pas grand-chose aussi parce que chacun a fait son propre parcours, quoi, tu vois? Et puis surtout, il y avait un docteur, il disait, la santé, il parlait de la santé, quand tu es jeune, tu capitalises et tu récupères les intérêts quand tu es vieux. Et l'entreprise, c'est un peu pareil, sauf que quand tu es jeune, même si je suis pas sûr que tous les jeunes, quand tu es un vieux, tu vas dire un truc à un jeune, il va se dire: «Oh mais lui, c'est valable pour lui, mais pas pour moi», quoi, tu vois? Je suis pas sûr qu'il écoute. Mais bon, en tout cas, le message, c'est dire, déjà, sur la confiance, il faut pas croire qu'en situation d'échec aujourd'hui, en plus, il y a le message des réseaux sociaux qui est hyper culpabilisant, qui est hyper fake. On y met ce qu'on veut, on peut y mettre que des choses positives. Quand c'est marrant à Noël, tous les gens sont heureux, en vacances, tout le monde part en vacances, un endroit de fou. Bon, voilà, c'est pas du tout la réalité. Donc déjà faire attention à ça. Et aujourd'hui, faut que le jeune qui va se démarrer, faut qu'il soit prêt à être armé, à se dire aujourd'hui, il peut monter comme ça, mais il y a des moments, il va peut-être être comme ça. C'est un peu les montagnes russes. L'entrepreneuriat, on a tous vécu, toi, moi, tous. Et je pense que quand on est dans le creux de la vague, on peut se flageller un peu des fois en se disant, on est des losers, tu vois. On peut douter de soi. Ça, il faut pas. Et on voit le reportage sur le film il suffit de regarder le film Tapis sur oui, Netflix, qui est incroyable et qui montre que le cas était au plus naze du naze. Et il a jamais douté de lui, ce mec, dans des proportions juste oui, incroyable. incroyables. Mais en tout cas, c'est un vrai message. Jamais douter de soi, accepter, avoir de la résilience. Il y a des moments aussi, il faut savoir analyser. Moi, je pense que tout vient de nous. Tout vient de nous, le positif ou le négatif, que ce soit dans le privé ou le pro. Tout vient de nous. Si on n'a pas les bons collaborateurs, c'est parce qu'on ne les a pas bien choisis, on n'a pas rayonné la bonne personnalité qu'il fallait. C'est à cause de nous tout ça. Donc, se poser des questions sur les échecs et pas renvoyer l'échec à quelqu'un Alors, d'autre, hein. Ça, c'est un problème assez humain, on va dire. Donc, faire attention à ça. Et après, voilà, ce qu'on a dit depuis le début, se légitimer, ne pas avoir de limites, hein. Il y a des choses, quand on voyage un peu, moi, je suis pas mal à Paris ou ailleurs. Il y a des gens, ils ont des réussites, mais juste incroyables, quoi. Enfin, Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, je pense pas que quelques années avant, il pensait en être là, tu vois. Donc il y a des histoires de dingue. Donc bon, pourquoi pas? Alors chacun va. Mais bon, en tout cas, une année, au rugby, on avait un entraîneur qui nous disait toujours faut gagner, on ne gagnait pas forcément. Et l'année d'après, on avait un entraîneur qui nous disait prenez du plaisir, éclatez-vous, faites-vous des passes et là, on a gagné. Donc, le truc qui m'anime et qui doit animer chaque entreprise, c'est pas être à mon sens, hein, à ne pas être animé que par le levier réussite, être animé par le levier plaisir, compétence. Et derrière, ça va faciliter la réussite et l'argent. ouais, Ça, c'est important, je trouve. faire en sorte que le chemin soit beau. Voilà, c'est ça exactement. Et tu parlais d'analyser les défaites, mais j'imagine que aussi tu analyses les réussites. La façon dont tu es. C'est-à-dire que tu te poses la question pourquoi ça n'a pas marché quand tu es au creux de la vague, Ouais, mais tu dois aussi te poser la question pourquoi ça a marché et qu'est-ce qui a fait que ouais. ça a été jusqu'au bout. Ouais, ben, disons que alors, quand ça n'a pas marché tout de suite, mais ça m'arrive tous les jours, hein. Si par exemple, il y a un client qui n'est pas content avec un collaborateur dans un des stores, hein, ben, je me dis pas c'est la faute du client, j'essaie de me dire c'est parce que le collaborateur, je l'ai pas assez bien formé, j'ai loupé un truc, donc on retravaille tout ça. Il n'y a pas mort d'ordre, mais c'est pas grave. Par contre, quand ça a marché, moi je suis vraiment émerveillé devant la réussite, hein. Je trouve, alors pas par l'argent, hein, c'est pas ça, hein. Si le mec en gagne, c'est super pour lui, tant mieux, parfait. Par contre, je suis émerveillé par la réussite parce qu'il y a des gens qui, dans tous les métiers, on découvre des métiers, enfin, toi, tu le sais, le CJT, on découvre des métiers incroyables qu'on ne connaît pas, avec des réussites incroyables dans chaque métier. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. Le mec qui réussit, c'est parce qu'il est bon, hein. Il est bon, il s'est planté, il a réfléchi, il a cru en lui, il a foncé, il a imposé ses idées, donc en fait, bravo, bravo, bravo et Mm. bravo, et c'est grâce à lui, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est sûr. Et moi, tu vois, je m'en émerveille au point de créer un podcast pour mettre en avant Et ces c'est bien, personnes-là, c'est génial ce que tu fais. ces personnes inspirantes. C'est génial parce qu'en fait, c'est un message que beaucoup de gens doivent entendre. Et c'est vrai qu'avoir l'inspiration, là j'ai assisté à une conférence, hein, où je suis intervenu après, mais il y avait l'ancien patron du RAID, du Bataclan. Pas n'importe qui, tu vois, un mec qui a une machine. Il a dit plein de trucs, mais il a dit un truc hyper intéressant. Il a dit, donc là, il était en pleine période de crise, il a dit, dans chaque période de crise se cache une opportunité. Et c'est vrai. Ça aussi, c'est un message important pour l'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une crise à 35, 40, 50, 55 ans, et derrière, il y a une opportunité incroyable. Moi, j'ai toujours l'image à Thalassa d'un bateau, un cargo, il montrait, où en fait, le mec, il est dans la Manche, c'est incroyable. C'est une tempête avec des vagues dingues, des murs. Et tu te dis, le capitaine, j'avais vu sa façon de faire, c'était le boss, quoi. Tu vois, il rassurait tout le monde.
Et en fait, à ce moment-là, il aurait pu tout lâcher et puis le bateau aurait pu couler, quoi, tu vois? Arriver un drame. Mais derrière, il savait que derrière cette mer, agitée, il pouvait y avoir aussi, une eau turquoise magnifique au bout du voyage, quoi. Et en fait, la vie entrepreneuriale, la vie tout court, c'est un peu ça. C'est pour ça que, quand il y a des tempêtes dans la vie entrepreneuriale, des crises, des vagues énormes avec des trous énormes, faut être bon, faut être costaud, faut être ancré, faut être présent. C'est là où on voit le grand dirigeant. Parce que derrière, tu peux être sûr que tu auras la capacité de pouvoir avoir une belle mer turquoise et profiter de ton cocktail dans le lagon, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Transformer la difficulté en C'est opportunité, ça, exactement. comme tu C'est dis. ça. C'est ça. C'est ça aussi l'opportunisme quelque part, Et c'est oui, c'est transformer la exactement ça. difficulté en opportunité et justement, ils font beaucoup dans les forces de l'ordre, dans l'aéronautique et cetera, des règles, des retours d'expérience Mmh. pour capitaliser là-dessus en se disant: «Quelle que soit la façon dont ça s'est passé, en positif ou en négatif, Mmh. c'est pas forcément négatif, on va le transformer en constructif pour que justement ça puisse aider à Mmh. approcher». Mais ça, c'est fondamental et c'est ce qu'on disait sur le montagne russe, hein, ça, c'est le négatif et après l'opportunité derrière. C'est fondamental, ouais. Si tu te revois, Thierry, enfant ou ado, le gamin que tu étais qui traînait, au salon de coiffure, de son père, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul et avec tes presque 50 ans? Je dirais, ce que je dis maintenant aux jeunes, je dirais surtout, n'aie pas honte n'aie pas honte de pas réussir, ton parcours scolaire. N'aie pas honte d'aimer ça. Tu as du talent, tu as un potentiel, un potentiel intellectuel, bien plus important que d'autres qui vont avoir des bac+3 ou bac+4. Crois en toi, et cherche, bats-toi, travaille, 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 travaille et cherche un métier dans lequel tu vas t'épanouir et dans lequel tu seras forcément le meilleur. Et en tout cas, quand tu es gamin, quand ce gamin-là, je lui dirais vraiment: «Tu as du potentiel et essaie de croire en toi pour aller vers un métier épanouissant où tu peux être bon». Et il y a en tout cas, quelque part là-dedans, il y a une voie où tu as un potentiel qui peut s'exprimer. Ça, c'est sûr. Ouais, crois-y, Ouais, faut y croire. crois-y. Faut y croire. Jamais y croire. Jamais lâcher. Tu as plusieurs vies en une, si je Mmh. puis dire. Quel a été ton dernier coup de cœur, quelque chose qui t'a émerveillé, impressionné, inspiré? Dans ce que j'ai fait ou dans ce que j'ai vu? Les 2 mon capitaine. La dernière chose, là, je rentre des jeux olympiques, là, tu vois? Je rentre des jeux olympiques donc ce qui m'a émerveillé, les Béarnais, c'est Tony Estanguet, quoi. Franchement, et c'est on est dans une société, la France, où on est toujours en train de râler, toujours en train d'être négatif, toujours en train de voir, de voir les choses qui vont pas. Le verre à moitié vide. Complètement, c'est fatigant dans et on voit un mec là, qui lâche pas, qui a un projet fou, de faire une cérémonie sur une ville entière avec toute la complexité que ça peut avoir. Enfin, on va passer les détails, quoi. On a parlé depuis tout le temps, il y croit et puis il a quand même l'appui à la fin, ça change rien. Enfin, je suis en plus, c'est un client, Tony Estanguet, les gens de la classe, donc c'est encore plus fier. Mais j'ai été émerveillé de voir et c'est une bonne leçon de vie, ce qu'il a fait, Tony Estanguet et son équipe. C'est quand même lui qui porte le tout quand même, hein. Il a été plus important que le président de la République en lui-même, sur ce Oui. projet-là, tu vois? Donc ça m'a vraiment émerveillé, ça m'a bluffé. Et après, nous, écoute, je te dirais, en toute honnêteté, je suis parti au JO, vendredi. Jeudi, j'étais encore dans mon store à Pau, derrière mon bar, pendant une minute de pause, pendant que mon client arrivait et je vois arriver les clients et je vois tous mes collaborateurs parfaits, tous en place. Et en fait, chaque fois je me dis: «C'est beau». C'est comme pour moi en tant que professionnel, c'est comme un orchestre musical où en fait, moi je suis là en train de comme Faisal Karaoui à Pau et l'orchestre, il déploie tout dans la perfection et tout est nickel. Et en fait, tous les jours, je m'émerveille, de ça et d'autres choses après quand je fais des choses à l'extérieur. Comme je peux aussi m'émerveiller de mes prestations, je peux aussi, c'est pas pour autant pour les prétentieux. Quand je vais faire une conférence, quand je vais faire un show ou que je vais faire un cours pour des coiffeurs dans un groupe, je peux me dire: «Tain, je me suis auto-régalé», quoi, tu vois? Mmh. Par rapport à ce que j'ai ma capacité donc ça en tout cas, pour répondre à ta question, ce qui est important, c'est aussi, tous les jours moi, je suis beaucoup dans l'instant présent, beaucoup. J'ai beaucoup de mal à me projeter et je rate très, très, très peu derrière. C'est pour ça sur l'intervention, j'ai un peu de mal à parler d'avant, parce que c'est important d'avoir le message pour ceux qui nous écoutent, donc notamment sur les entrepreneurs qui sont plantés et moi je me suis planté aussi. Mais parce que vraiment, c'est en fait,
c'est pas disait avec Wilkinson, je fais un truc, je l'oublie, je suis sur ce qui va se passer maintenant et après. Donc je vais du mal me projeter sur 3, 4, 5 ans, mais par contre, vivre l'instant présent, c'est hyper important. L'instant présent, on le dit toujours, ça peut être, un moment incroyable, dans nos métiers, dans notre vie professionnelle, ça peut être aussi un café, un moment simple comme ça, un repas qu'on a partagé avant, c'est ça. Et en fait, pour moi, qu'est-ce qui est grave? On dit toujours: «C'est l'amour qui est grave». Moi, je trouve l'amour, non, ça on connaît la règle. C'est le Ce qui papier. est grave, ouais, de pas vivre et de se retrouver un jour, le jour où on se retrouve avec une tumeur sur un lit d'hôpital, coincé pendant qu'il fait beau dehors et que les gens vivent, ça, c'est grave, je trouve. Donc voilà, il faut en profiter et faut vivre passionnément, tous les moments de nos vies et si on peut faire de notre métier moi, il y a pas un jour de ma vie où je me suis dit: «Il faut que j'aille travailler». Franchement, c'est pas des magots, c'est la vérité et c'est une putain de chance de ouf ça. Ça, j'adore ça. Je te rejoins sur beaucoup de choses que tu as dit. Heu, Tu parlais de la culture française qui justement a beaucoup, créé cette condition, des fêtes, en fait, de Ouais, ne pas aimer d'être aigri. ouais. Est-ce que c'est quelque chose, toi je te pose la question parce que tu as beaucoup voyagé, tu Mmh. vois différentes cultures, différents vies divers. Est-ce que c'est quelque chose qui te pèse? Est-ce que tu le vois ailleurs ça aussi? Et est-ce qu'aujourd'hui tu y fais encore acte ou tu as réussi à t'en détacher? Parce que c'est tellement c'est ambiant quoi cette, Ouais, ouais. Non, mais c'est situation. après, moi, je suis très fier d'être français parce que je suis vraiment, enraciné comme toi, comme nous tous. On le voit les JO, tout le monde est frais et fier en ce moment. Ça a pas duré, mais tout le monde Non. l'est. Mais par contre, oui, ça me pèse parce qu'en fait, ça me pèse parce que moi, j'aime les gens patriotes. En France, j'ai fait, pour provoquer un peu, avant les élections législatives, j'ai fait une photo de moi sur les réseaux avec mon agence de communication. En fait, je me suis dit: «Votez pour moi». HCCF, c'était coiffeur heureux, je sais plus, j'avais donné un terme de mon parti politique et j'avais mis ça avec, le drapeau bleu, blanc, rouge. Et en fait, c'est parce que je montrais que j'étais patriote. Et en fait, quand tu es patriote, aux États-Unis, c'est superbe. Quand tu es patriote, même les Russes sont très patriotes, par exemple. Mmh. Et quand tu es patriote en France, tu extrémiste, tu du FE et archi faux, du RNE, là. Donc du coup, non, moi ce que, j'aime bien, c'est le modèle, par exemple, de l'entreprise. Tu as vu, dès que tu te plantes en France, tout de suite, tu es en Banque de France, tu as une notification, tu es quand même dangereux. Aux États-Unis, tu vas te planter, ça ils vont voir par exemple que, tu es quelqu'un qui entreprend, donc ils vont te laisser une seconde ou une 3e chance, quoi. Ouais. Ils vont se répartir. Donc oui, ça pèse parce que quand tu voyages un peu, tu t'aperçois que dans le monde entier, les gens en gros, ils disent, en gros, pour résumer, la France c'est le plus beau pays, ils ont moi je kiffe les Français, quoi. Donc c'est un peu con d'avoir cette vision-là, tu vois? Et c'est pour ça qu'on est en train de montrer au monde entier que c'est pas forcément que ça. Mais c'est un peu gênant parce qu'en fait, en France aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, rien n'est fait pour que le chef d'entreprise il puisse être, épanoui, qu'il puisse gagner de l'argent. Parce que vraiment quand tu bouges un peu, que tu vois dans le pays, tu t'aperçois qu'en France on gagne pas d'argent, hein, c'est clair, hein. On Mmh. tire le métier vers le moyen, le pays vers le moyen ou vers le bas pour la solidarité nationale, pour des gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne font pas l'effort de travailler. Alors, dire ça aujourd'hui, c'est une insulte, de dire ça, mais c'est la vérité. Moi, j'ai un bar à côté de chez moi, à Pau, je peux te dire qu'il y en a pas un qui sont là tous les jours qui veulent travailler. Mais c'est comme ça, mais dès que tu dis ça, tu te fais taper dans la gueule. Donc ça, j'en ai marre, j'aime pas cette mentalité-là et en fait, heureusement, il y a des jeunes qui croient au champ des possibles, hein, il y en a plein. Mais en tout cas, faut pas s'étonner que les gens partent jouer à l'extérieur parce que quand je vais même en Suisse, par exemple, en Suisse, on voit, ils aiment l'argent, ils aiment le sous-conditionnement, donc ils facilitent tout. En France, c'est le contraire, donc moi, j'ai envie de dire la condition minimaliste, la pensée, fermée, de la France, elle est quand même très gênante, et elle permet pas aux chefs d'entreprise que nous sommes, de PME, TPE ou grosses entreprises, d'être totalement épanouis quand même dans notre métier. Il faut vraiment qu'on aime la France pour y rester Mmh mh. quand même, hein. Tu as quand même, confiance en l'avenir sur ces situations-là? Pas toi à toi, mais le système, Mais moi, je suis toujours optimiste, donc ouais. ça des fois, je suis très bon pour faire du déni, quoi, tu vois? Donc franchement, oui et non, parce que je pense que bon, on va pas faire politique, mais je pense que le pays, il est irréformable. Heu, Quand même irréformable. Les Français, ils sont incroyablement ancrés dans tous dans les acquis, un mot le plus détestable qu'on peut avoir des fois, sur certaines choses. Dans les acquis qu'ils peuvent avoir, donc non, je suis pas du tout optimiste par rapport à ça. Ça va pas changer, mais par contre, je pense que si on se bagarre et qu'on est de la France, il y a quand même des choses exceptionnelles chez nous quand même. Bien sûr. Il y a même des entreprises qui nous choisissent, donc ça veut dire que ça peut être quand même très positif. On peut faire quand même de très belles choses. Mais par contre, quand on est chef d'entreprise, il faut qu'on n'attende rien, ni des Français, ni des politiques, hein, ça c'est sûr, hein. D'accord. Ça
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans l'acquis, pour moi, j'y vois la notion d'habitude et c'est là où c'est dangereux, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ancré et comment tu changes une Ouais, habitude? ouais, ouais. Mais en fait, pour moi, la vie, voilà, autour d'entreprise, parce qu'on peut être dans l'habitude, dans nos propres entreprises, quoi. Ouais, bien En sûr. fait, c'est synonyme de l'ennui, quoi, pour moi. Exactement. C'est vraiment l'ennui, quoi. Donc si on reste dans les habitudes, on s'ennuie, c'est la régression et après on voit souvent, souvent je prends, l'exemple, dans ma tête où je le dis des fois une finale, je me souviens, de foot, Bayern de Munich contre Manchester United, en finale de Ligue des champions. Bah, c'est un peu l'histoire de la vie et l'histoire de l'entreprise. Manchester, est favori avec David Beckham à l'époque. Bayern rentre, ils mettent le but au bout de 5 minutes. Et là, les Allemands, ils bétonnent. Impossible de marquer un but. Bah, quand les Allemands ils bétonnent à cette époque, le Bayern, tu ne marques pas de but. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et puis là, on est tous pour Bayern, un peu pour Manchester, un peu à la maison, tu vois. Et puis on a quelqu'un de ma famille qui est toujours très négatif et qui lui dit, bon, à 10 minutes de la fin, moi je m'en vais. Il fait que dire qu'ils vont perdre, il s'en va, il se casse. Et puis, il y a toujours les gens positifs, donc moi, on reste parce qu'on y croit. Et finalement, 90e minute, le match est fini, il reste 3 minutes d'arrêt de jeu. À 91e, Manchester marque un but. À la 93e, Manchester marque un but. Il gagne 2-1. Alors pendant 85 minutes, il pilonne les pieds, et là, en 2 minutes, il marque. Et en fait, l'histoire de la vie, c'est un peu l'histoire du Bayern et de Manchester dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut être le Bayern, démarrer très fort, réussir à entretenir. Et on le voit tous, tu dois le voir toi ou moi ou d'autres. Les gens viennent te voir et te dire: «Ah, c'est super ce que tu fais». Ouais, mais toi, tu sais que, attention, tu peux être aussi le Bayern. Tu pourrais à la fin tout perdre. Et on a des chefs d'entreprise, ils ont fait des trucs incroyables. Ils ont tout perdu les 5 dernières Correct. années. Ils ont, ouais, pour X raisons. Donc, et tu peux être aussi le Manchester à faire à te faire plaisir toute la vie et finalement avoir un succès de fou à la fin. Donc, faut pas lâcher et faut faire attention à ça, être vigilant parce que ben, la vie n'est pas un fleuve tranquille et tu peux te faire surprendre à tout moment de la vie, dans l'entrepreneuriat par rapport à ça. Quoi, tu Ça me fait penser à une expression, ce que tu as dit tout à l'heure, de vois. vouloir continuer à tout le temps être meilleur. Cette citation d'un ami, ancien joueur de foot, qui m'avait sorti. Celui qui renonce à vouloir devenir meilleur cesse d'être bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais À oui, stagner, tu régresses. ouais, c'est Ouais, clair. c'est un temps de une autre. Ça, c'est sûr et c'est pour ça. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est facile parce que, en plus, moi, je suis un métier créatif. Donc, il faut que je me renouvelle. Il faut que je fasse des collections et tout. Donc, je suis à fond là-dedans. Mais tu vois, sur les citations, il y a une citation que j'adore qui est moins poétique, mais j'adore. Mais elle représente trop les chefs d'entreprise. C'est Mike Horn, l'aventurier, qui dit ça. Il dit, à travers ce qu'il fait dans la vie, il dit: «J'ai toujours été dans la merde. Ça dépend juste de la taille et de la profondeur». Ouais, Et en fait, ça résume vraiment bien le chef d'entreprise parce que quand on est chez, enfin, un vrai, il y a tout, mais un vrai entrepreneur, dans le fait d'entreprendre, en fait, il y a des moments où on va être nickel, on va être bien stabilisé et on ne peut pas s'empêcher de créer encore quelque chose. Et du coup, on va se remettre dans cette situation qui peut être compliquée. Mais c'est ça, finalement, le climat de la vie, quoi, tu vois. ouais, exactement. Voilà. Bon, on se sent en vie. Et oui, c'est ça. C'est ça. Quel a été ton dernier coup de cœur en livre parce que comme tu as dit, tu as ce métier créatif, mais tu t'autorises à réfléchir, tu t'autorises à t'ouvrir à d'autres milieux, à d'autres spectres, etc. Qu'est-ce qui t'a fait une étincelle, qui t'a fait vibrer dernièrement, en dehors de ça, des lions? C'est le dernier livre de Mike Horn, justement, que j'ai lu sur sa traversée sur l'Antarctique, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment ben, par rapport au parcours entrepreneurial, tu vois. Mais après, sur les lectures, moi, je suis abonné beaucoup à des magazines de mode et des magazines de jeunes entrepreneurs sur le luxe. Parce que je trouve que le luxe, c'est hyper important. Et on voit aujourd'hui dans ces magazines, avec ces magazines hebdomadaires, des jeunes entrepreneurs français notamment, qui se limitent à rien. J'en ai rencontré un autre jour, que j'ai vu sur ce bouquin. Le mec, il a 31 ans. Il est chef marketing chez Tesla. Il a démissionné, il est parti pour monter des salons de coiffure Rome. Et aujourd'hui, il en a 7 ou 8 sur le luxe en France. Et il n'est pas coiffeur. Et là, il me dit, là, je vais ouvrir à Dubaï. Mais il me dit ça d'une façon naturelle. Déconcertante, Voilà. ouais. Et c'est ça, je trouve ça fascinant chez les jeunes entrepreneurs. Où en fait, grâce peut-être à Internet ou ce qu'on a entre les mains, ils s'y limitent à rien, alors que nous, on s'y limite à notre territoire et certains, ils ont le champ des possibles qui est fort. Et ça, je trouve que des fois, il y a l'effet boomerang, en fait. Quand on est arrivé à un moment de notre carrière, on apprend vachement de ceux qui arrivent, en fait, si on les observe bien, les jeunes, parce qu'on le voit avec le rugby, par exemple, des mecs comme Dupont, Ntamak, Dupont, on parle comme de lui.
Mais cette façon dont ils ont d'aborder, le succès, cette façon dont quand ils rentrent sur le terrain, ils ont leur visage placide, là, calme et tout, et je trouve que dans l'entreprise aujourd'hui, on rencontre des jeunes aussi, très, très, très forts, Mmh. qui sont très réfléchis et bah, le champ des possibles pour eux, c'est un peu le monde, quoi, tu vois? Ça, c'est ouf, quoi. Mmh. C'est vrai que les sportifs, il y avait ce parallèle-là qui sont très, très calmes, qui rentrent sur des moments clés. Mmh. Tu en marchant puisqu'on a parlé des JO, Ouais, ouais, quelques avant-hier et tout le monde a été étonné par le calme qu'il dégageait, ouais. alors qu'il faisait sa première finale olympique, Ouais, ça, ouais. Non, mais ça, c'est important. juste après. Et on le voit dans l'entreprise, nous, quand, dans l'entreprise, l'entrepreneur, ben, le chef d'entreprise qui est ancré, qui est dans cette mouvance-là, il va être super assurant pour ses moi, je vois, autour de moi, j'ai des gens, que je coach, ils sont pas du tout ancrés et du coup, ils sont, inquiétants pour leurs équipes. Je parle des chefs d'entreprise, hein. Parce que dès qu'il y a une période de turbulence, ils vont être en Ça panique. tangue. Ouais. Et ça, en fait, alors c'est pas une critique parce qu'on est comme on est, mais normalement, un entraîneur au bord du terrain, quand l'équipe commence à prendre l'eau, s'il commence à se mettre à se paniquer, voilà, et donc il faut vraiment que chaque entreprise soit ancrée et ça, c'est important, ça. Hem, Même si tu rêves beaucoup, même si tu fais de ta vie un rêve, est-ce qu'il y a un rêve aujourd'hui que tu aimerais faire en te disant, en étant sûr que tu n'échoueras jamais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rêver, que tu aimerais faire? Que j'échouerai jamais, mais ça, en fait, Rêver au point où tu es sûr de ne pas échouer? mais même si j'échoue, c'est pas grave, par contre. OK. Parce que Oui, je m'attendais un peu à cette réponse. ouais. Non, parce que l'échec, moi, je prends toujours un parachute derrière moi, en fait. Je saute pas comme ça, sans Maintenant, tu le prends? maintenant, ouais. Non, maintenant, en fait, ce que j'aimerais, alors c'est pas un rêve, mais c'est un projet vraiment, important. J'aimerais quand même, je suis en train de travailler dessus, ce que la marque dans ma classe, on me l'a déjà proposé plusieurs fois, mais j'ai jamais fait. Maintenant, j'ai envie de le faire. Se développe sur des grosses villes à l'international. Là, je suis en train de travailler D'accord. sur des grosses capitales, pas qu'européennes, mais mondiales. Alors, step by step, les unes dans les autres, mais en tout cas, c'est possible. C'est juste une question de moyens, hein. Franchement, aujourd'hui, je pense que les méthodes, elles sont parfaites, enfin tout est nickel. Il faut les faire évoluer au fur et à mesure, comme on disait depuis tout à l'heure. Mais c'est une question de moyens, donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ça pour pouvoir ouvrir des très belles adresses, de luxe, dans des très beaux endroits dans le monde, quoi, tu vois? Tu as commencé à Paris? À Paris, mais là, j'ai envie d'aller un peu plus loin encore. Ouais. Voilà. Tu peux en parler de moi en Paris? C'est À un Paris, oui, à Paris, j'avais monté la galerie Vienna, c'est dans le 2e arrondissement. ouais. C'est un très, très bel endroit, luxe, où là, on avait un super salon et pour différentes raisons, j'ai décidé de pas le garder, mais j'ai toujours une cabine dans un, voire le plus beau palace de luxe à Paris, où, bon, c'est un endroit très confidentiel, où là, je coiffe, soit des grands dirigeants, soit des très gros chefs d'entreprise, notamment, je dis pas, ceux qui le savent, ils comprennent un nom, notamment l'homme le plus riche du monde. Voilà. On arrive vers la fin, j'avais 2-3 questions. Quelle est la chose la plus importante que tu as appris jusqu'à présent dans ta carrière? Ben, pour moi, c'est, aujourd'hui, la chose qui a modifié la carrière, qui a été le plus fort, c'est arriver à dire non et Ouais, arriver à à te me faire lâcher prise, confiance. quoi. Ouais. Ah, ça a été, ouf pour moi. Parce qu'en fait, j'ai subi ça toute ma vie. En fait, jusqu'à 39 ans quasiment, hein. C'est ce que j'allais te dire. Mmh. C'était il y a seulement 10 ans Ah, il y a pas longtemps. et si tu avais pas eu ça, tu aurais eu une toute autre vie avec le regard dans le rétroviseur, ça aurait été complètement différent et Mais j'aurais pu ouais, continuer ce cheminement, tu vois? exactement. Et peut-être j'aurais vraiment un accident majeur à la fin et puis finalement la vie enfin je pense que c'est un peu comme, qu'on a le mec qui arrive à la fin, Johnny, il disait: «Putain, il faut déjà partir, j'ai pas vu, j'ai pas vu passer cette compte de vie». Et en fait, c'est un peu comme quand tu es en week-end, quoi. Tu te dis vendredi soir, tu es en week-end, tu es trop content, tu as le samedi, dimanche, tu vas faire plein de trucs et tu arrives dimanche soir, tu te dis: «Putain, j'ai rien foutu de week-end», tu peux gâcher le week-end, mais tu peux pas faire ça toute ta vie et être acteur et pas spectateur, c'est pas pareil, quoi, tu vois? Donc en fait, moi je me dis, c'est pour ça que le message aussi, c'est de me dire: «Moi j'ai vraiment changé mon» j'étais heureux avant, mais j'ai vraiment le cap pour être vraiment hyper épanoui à 39 ans. Donc j'aurais pu le faire avant, mais je regrette rien, par contre, c'était mon cheminement. Mais en tout cas, ouais, arriver à dire non à face de quelqu'un qui me propose un truc, qui arrive avec un truc de waouh et me dire: «Le mec il me prend il me prend pour un con, mais je sais pas dire non, je veux dire oui», c'est grave, tu vois? Ça Mmh. c'est très gênant, tu vois? Et ça va dans les propositions, de l'entreprise, ça va aussi dans la famille, ça va dans tes relations amoureuses, partout. Donc ça a été libératoire et même encore, quand j'en parle, j'apprécie.
En tous les cas, c'est chouette de connaître le Thierry que tu es aujourd'hui Ouais. et tout le parcours que tu as eu. Merci pour Merci à cet toi. échange, pour ce moment inspirant. C'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir, retracer le parcours et connaître un peu tes aspirations. Donc merci pour ce moment à toi, de ta confiance et quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'Inspiré. Salut! Merci beaucoup.